Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui. Oui, 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 parfaitement. forêt claire. Super. Écoutez, je vois qu'on est déjà près d'une centaine de connectés. On va essayer de commencer à l'heure pour finir à l'heure. On est très content de vous retrouver pour ce traditionnel comité de suivi du Numérique en santé. C'est l'épisode 13 qu'on fait ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, on va essayer de faire partager ensemble le panorama de ce programme qui est vaste, hein, et de partager à la fois ce qui marche, les réussites qu'on a obtenues et puis les problèmes qu'on continue d'adresser. Comme d'habitude, vous retrouverez le replay et le support sur le site de l'Agence du numérique en santé. Petit message de service, merci de noter vos questions dans le fil de conversation. On aura un temps de réponse prévu en fin de séance et de couper vos micros, sauf quand vous intervenez. Je vous propose qu'on commence tout de suite en intro avec le rappel du cadre avec Vincent Perron. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, peut-être un petit rappel des fondamentaux du Ségur. D'entre vous le connaissent déjà, mais c'est toujours bien de faire preuve de répétition et de pédagogie. Ce que l'on cherche à faire avec ce grand programme, c'est bien de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers avec quelques principes fondamentaux. Un, l'usager est au centre avec, et on le verra tout à l'heure à travers la création de Mon Espace Santé. Deux, on a une approche vraiment transcouloir, complètement globale des parcours de soins. Et trois, du coup, ce que l'on cherche concrètement à faire, c'est faire en sorte que tous les patients reçoivent de façon centralisée une copie numérique de tous les documents de santé lors de chaque épisode de soins, que les professionnels de santé qui sont autorisés, qui sont habilités à le faire, puissent les consulter, que ceux qui sont concernés, soit parce qu'ils ont prescrit un examen de santé, ou soit parce que ils l'ont, ou soit parce qu'ils doivent en être destinataires, puissent le recevoir de façon sécurisée à travers notamment la messagerie sécurisée de santé. Ça, c'est vraiment l'ambition du Ségur. Et si on regarde maintenant la méthode avec laquelle on travaille depuis 2001, depuis 2021, c'est toujours cette idée de trois petits pas, alors trois petits, mais qui sont, on le voit bien, très très ambitieux tous. Ce qu'on a déjà fait, c'est bien évidemment doter de la quasi-totalité des Français d'un espace santé. À travers la vague 1, on a fait monter en version une très grande masse critique de tous les logiciels, de tous les couloirs en France, ce qui a permis d'alimenter massivement Mon Espace Santé en documents et d'amorcer cette pompe. Et on va voir aujourd'hui un peu où on en est là-dessus. Et puis avec la vague 2 qui a démarré depuis le printemps 2024 et qui continue de se dérouler, on verra où on en sera aujourd'hui. On va arriver sur le troisième petit pas qui est la consultation, faciliter la consultation de ces informations avec une action qui est à la fois sur les leviers, tous les leviers possibles. D'abord incitatif, on essaye d'embarquer une masse critique de tous les couloirs, de tous les clients et de tous les éditeurs de logiciels pour suivre ces montées de version. Et puis, avant de dégainer progressivement les autres leviers, notamment le coercitif, où on verra progressivement dans le temps comment on active des obligations réglementaires et comment on rendra progressivement opposable l'ensemble de ces éléments. Ce qu'on cherche à faire à travers ce programme, c'est bien de renforcer la place du numérique dans un espace vraiment régulé, avec une approche aussi bien pour un numérique assez notamment sûr, avec des sujets de sécurité et de cybersécurité qui sont traités au passage, et tout ça dans une approche, on le voit dans la construction de la vague 2 en particulier, dans un esprit de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, et puis aussi dans un esprit de transparence, comme vous pouvez le voir depuis le début sur la page transparence. Et si on regarde la diapo suivante, aujourd'hui, on vous partage en plus un peu sur cet investissement assez unique de 2 milliards d'euros qui a été financé dans le cadre du plan national de relance et de résilience. On vous partage pour la première fois, on pensait que c'était assez intéressant, des chiffres qui ne sont pas définitifs, qui resteront à stabiliser, notamment à partir de 2027, mais il nous semblait assez intéressant de vous partager d'ores et déjà ce que l'on fait de ces 2 milliards. En gros, 3 tiers
le premier tiers qui est dédié au financement des mises à jour de ces logiciels, le deuxième tiers qui est dédié aux incitations financières des professionnels pour les accompagner dans la transformation des usages numériques, et un dernier tiers qui est réparti entre notamment la création d'espaces santé, le renforcement des services SOC, des activités liées à cette régulation que j'évoquais à l'instant. Donc voilà un petit peu cette première photographie de ces 2 milliards, et rendez-vous donc en 2027 pour une fois qu'on aura stabilisé ces éléments. Merci Vincent. Donc c'était un petit peu les rappels de à la fois l'ambition et les méthodes que vous connaissez maintenant par cœur. On va suivre un peu comme on avait fait lors du dernier COSUI, nos 3 petits pas. On va commencer par le premier petit pas sur le sujet des patients. Vous allez voir, hein, on est dans un monde où les patients séjournent de plus en plus dans mon espace santé. Chacun des petits pas, on aura le même plan. D'abord, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en novembre 2025 en France? Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur chacun de ces petits pas? Je passe la parole sans plus attendre pour parler de où est-ce qu'on en est sur mon espace santé à Claire Vigier, si je ne m'abuse. Oui. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est traditionnel, c'est important pour nous de vous partager où est-ce qu'on en est. Si tu passes directement voilà, sur les chiffres, sur la slide d'après. Donc, aujourd'hui, voilà, mon espace santé, nous, on estime qu'il est en train de s'installer vraiment durablement et surtout de manière croissante dans le parcours de santé des assurés français. Comment est-ce que ça s'incarne dans les chiffres? C'est aujourd'hui, on a plus d'un Français sur 3. On a vraiment dépassé cette barre. Ça représente 23 millions d'assurés qui, en fait, ont activé, se sont connectés une première fois au moins à mon espace santé, ce qui est le point de départ ensuite pour utiliser les différents services. Alors, on le dit, ça peut paraître, il nous reste du chemin à franchir, mais c'est important de souligner que c'est quand même une trajectoire d'adoption qui est assez exponentielle quand même en peu de temps, en 4 ans. Et à titre d'exemple, on a un petit peu regardé les usages d'autres services numériques qui peuvent être publics ou privés. Voilà, typiquement des services, un service comme WhatsApp, c'est en 15 ans, on a le même nombre d'utilisateurs, alors qu'on on en est à 4 ans, ou pour un service public comme France Connect, voilà, qui en a plus de 10. On n'est pas très loin en termes de volume d'usage, donc c'est absolument pas encore suffisant. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir tous les Français qui se sont connectés, qui s'en sont emparés, mais on est sur une trajectoire qui continue à être forte, avec environ 600 000 aussi activations par mois. On vous l'avait déjà partagé et ça se confirme, c'est bien sûr le canal principal. Enfin, c'est un canal vraiment central pour accéder aux données de santé. Ça reste l'usage principal. Voilà, on a environ 90%, on estime, voilà, que des documents déposés sur un profil qui est activé, ils sont consultés. Il y a aussi cet effet de rattrapage de l'historique qui se poursuit dans la durée. C'est-à-dire que lorsqu'ils activent leur profil, en général, ils viennent rattraper les documents clés importants de leur dossier médical, parce que 50% des utilisateurs actifs ont ajouté un document au moins, et ça représente près de 7 millions de documents sur les 12 derniers mois, donc des comptes rendus qui peuvent avoir de la valeur dans la prise en charge médicale. Autre fait important, et voilà, Annika y reviendra parce que ça fait partie aussi des travaux qu'on va poursuivre, c'est on a d'autres nouvelles sources de données que les professionnels de santé. C'est maintenant via le catalogue de services. Vous savez, un patient, il peut décider de synchroniser une application tierce qui répond à un certain nombre de critères, d'exigences pour partager des données, que ce soit de mon espace santé vers ce service ou inversement. Et il y a eu un premier service référencé avec échange qui est lié à un capteur de glycémie voilà, d'Abbott, et qui en fait a permis environ 750 patients, donc c'est récent, ça date d'octobre, de patients du coup qui ont ce dispositif, qui ont décidé de lancer la synchronisation et qui du coup peuvent recevoir des mesures, soit à la maille de la mesure de glycémie ou des rapports de glucose. Voilà, donc on vous a mis quelques chiffres, environ 2000 documents qui ont été réintégrés dans mon espace santé et 3200 mesures qui ensuite du coup sont accessibles à leurs professionnels de santé. Donc on voit qu'on répond aussi progressivement à cette promesse de centraliser l'ensemble de ces données médicales. D'autres usages, on ne les détaillera pas tous, c'est voilà, les services de prévention, vous l'avez compris, et on vous l'illustrera dans les finalités produits. On essaye de plus en plus d'évoluer vers un service de prévention. Donc, il y a ces fameux auto-questionnaires pour les bilans de prévention. On a quand même 816 000 qui ont été complétés. Des usages sur la prise de rendez-vous, on a plus de 268 000 rendez-vous qui ont été créés par les patients. Et les parcours grossesse, Annika reviendra, qui ont été déclenchés par des assurés qui leur permettent de mieux suivre, anticiper leurs rendez-vous. On en a eu presque 48 000 depuis le mois de juillet où ça a été mis en production. Donc ça, c'est sur un petit peu les chiffres macro. Bien évidemment, on a du chemin à poursuivre. Si tu passes à la slide suivante, donc on va continuer le travail d'accompagnement, les différentes campagnes de communication au grand public, mais aussi l'accompagnement de proximité en dehors ou au sein des lieux de soins. Voilà,
vous a montré un petit panel d'exemples et on continue de mobiliser avec environ 100 000 actions d'accompagnement de proximité qui ont été recensées sur 2025 et un réseau d'ambassadeurs avec près de 3500 ambassadeurs qui peuvent être bénévoles, salariés de différentes structures qui mènent des actions, pas uniquement en faveur de l'inclusion numérique, mais bien évidemment avec un prisme très fort pour sécuriser que personne ne soit laissé de côté. Et bien évidemment, 2026, on continuera dans cette trajectoire. Merci. Sur où est-ce qu'on en est du coup sur ce qu'il nous reste à faire, je crois que c'est Annika Diniz de l'assurance maladie qui va nous dire un mot notamment de la suite du produit Mon Espace Santé. Bonjour à tous, vous m'entendez? J'ai un petit souci de ma caméra. Ouais, bon, du coup, vous aurez le son et pas l'image parce que ma caméra ne fonctionne pas. Du coup, oui, on a quand même eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'on a ouvertes depuis le début de l'année sur Mon Espace Santé. Le parcours de santé de l'enfant est un sujet que l'on enrichit, vous le verrez après, de manière régulière. Et on a commencé à adapter notamment tout ce qui est contenu pour les parents sur des habitudes de vie pour les enfants. On a commencé, et à chaque fois c'est pareil, on commence par des petites étapes, le fait de pouvoir saisir le groupe sanguin à la main de l'usager avec demain l'idée qu'on pourra récupérer les informations depuis les laboratoires. Ensuite, tout ce qui est extraction de mesures à partir des comptes rendus de biologie qui pourront du coup s'afficher dans la partie mesure. On va commencer à ouvrir tout doucement parce que ça dépend bien sûr de la qualité du remplissage des comptes rendus de bio, mais ça va être une vraie valeur sur notamment la glycémie, pouvoir suivre la glycémie dans ces mesures. On a ouvert le parcours maternité avec un beau succès depuis l'été dernier. On est en permanence dans l'amélioration et l'enrichissement de la prévention personnalisée. Notamment aujourd'hui, on a des informations, des conseils qui dépendent du profil de l'usager. Alors, on a commencé par le sexe et l'âge, et maintenant, en fonction des habitudes de vie qui sont renseignées par l'usager, on a des contenus qui sont différenciés. Vous avez, pour ceux qui l'ont vécu avec nous, la bascule du DMP. Ça a été un énorme chantier de cette année qui s'est plutôt bien passé. Donc, on est plutôt satisfait, mais ça nous a beaucoup mobilisés. On a aussi tout ce qui est notification de prévention, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie un mail aux usagers pour leur dire vous avez une vaccination à faire. Et puis, Claire en a parlé, la première application référencée avec échange de données, avec aujourd'hui une sollicitation auprès des clients d'Abot, 125 000 usagers. Et puis, vous avez vu les chiffres, des documents qui arrivent avec une vraie valeur, puisque ces documents qui permettent de suivre un certain nombre de données du diabète du patient sont du coup mis à la disposition aussi de tous les professionnels de santé qui prennent en charge ce patient. Diapo suivante. On a aussi des choses qu'on a faites mais qu'on n'a pas pu ouvrir et qui pour autant sont quand même très attendues, notamment l'accès aidant-aidé, mais qui dépend d'un texte de loi qui n'est pas voté pour l'instant. Je vais arriver à le dire. La désinvisibilisation automatique des documents en attendant la consultation d'annonce. Ça, c'est pareil. On est en attente du décret DMP sur lequel nous travaillons activement. Et puis, l'extraction des mesures de l'enfant dans les comptes rendus des examens de santé de l'enfant. Ce sera lié en fait à la vague 2 du Ségur, puisque tous les examens de santé de l'enfant sont inclus dans la vague 2 du Ségur médecine de ville. La suivante. Et puis devant nous, un des gros enjeux, c'est de positionner vraiment Mon Espace Santé comme un outil en appui de la prévention et en la rendant la plus personnalisée possible pour que chacun puisse vraiment prendre en charge sa santé, comme c'était la promesse de Mon Espace Santé. Donc, on a, alors on continue, on a des
continue à travailler sur les applications référencées dans le catalogue. On a en permanence des campagnes qui permettent de solliciter les personnes qui n'ont pas encore activé leur Mon Espace Santé pour qu'ils l'activent. Et puis, on a aussi tout le temps, vu l'ampleur du produit, des chantiers techniques et de sécurité qui sont des enjeux importants, où il est très attendu aujourd'hui la possibilité de faire une recherche des traits d'identité pour consulter le DMP. Donc ça fait partie des sujets qu'on aura en début d'année, enfin, premier semestre 2026. La possibilité d'accéder au DMP pour les médecins du travail. Il y a aussi l'intégration de l'auto-questionnaire ICOP, qui correspond ICOP est un programme qui permet de faire la prévention auprès des personnes de plus de 60 ans sur les détections de perte d'autonomie. Nous avons aussi un sujet de projet européen avec un connecteur qui permettra à un médecin étranger, patient qui est un usager français, de pouvoir alimenter, consulter son DMP. Je vous le disais tout à l'heure, donc l'étape d'après, après la saisie manuelle du groupe sanguin qui n'est pas satisfaisante, qui est une première étape, on aura on va travailler avec l'EFS pour pouvoir récupérer la synthèse transfusionnelle et le groupe sanguin. Et puis, le carnet de santé de l'enfant, j'en ai parlé, mais qui est très, très lié au déploiement de la vague 2 du Ségur Médecine de Ville. Et puis, on veut commencer à faire des parcours dans le produit qui seront adaptés à dans une logique de prévention pour accompagner des personnes, soit en amont, pour les aider à ne pas tomber malades sur les maladies cardiovasculaires, ou de mieux prendre en charge leurs pathologies cardiovasculaires. Et puis, on aura des travaux sur, parce que c'est un reproche qui peut être fait aujourd'hui, qui est améliorer, faciliter la recherche dans les documents et en faire des synthèses avec des travaux que nous démarrons en termes d'études avec de l'intelligence artificielle. La possibilité d'utiliser l'APCV et puis la maternité santé de la femme, donc tout ce qui est parcours autour de la santé de la femme. Et puis, nous avons évidemment, comme tout le monde, l'adaptation au nouveau règlement européen des échanges de données de santé. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci, merci Annika. Donc là, on a fait le premier petit pas, hein, le pas qui concerne les patients. Je propose qu'on passe dans le deuxième petit pas du Ségur, centré sur l'alimentation dans l'espace santé. Et c'est Sou qui va commencer à nous parler de où est-ce qu'on en est en novembre 2025. Tout à fait. Et donc, du coup, on va commencer par la traditionnelle courbe que vous connaissez bien, qui représente donc là où on se situerait si jamais on prenait le flux mensuel ici d'octobre et qu'on le multipliait par 12 et qu'on restait donc s'arrêter là en termes de croissance, ce qui n'est bien évidemment pas du tout l'objectif. Vous voyez qu'on a déjà bien progressé par rapport à octobre 2024. On a atteint les 513 millions de documents qui sont alimentés en rythme annuel. Et puis, toujours, donc, on sait qu'on a franchi ce cap d'un document de santé sur 2, ce qui signifie évidemment qu'il faut continuer à aller chercher. On verra juste après comment tous les autres. Et puis, cette statistique qui reste toujours vraie et extrêmement positive, c'est que c'est 2 Français sur 3 qui aujourd'hui ont reçu un document de santé dans Mon Espace Santé. Et donc, on est vraiment sur un dispositif qui remplit ses promesses sur la partie alimentation et transmission aux Français de leurs documents. Si on zoome un peu plus, puisque c'est notre approche depuis maintenant un peu plus d'1 an, de se dire on veut vraiment aller regarder plus précisément ce que ça veut dire couloir par couloir, secteur d'activité par secteur d'activité. Vous voyez que donc, la biologie, on en reparlera, représente quand même le gros des alimentaires, mais l'ensemble des secteurs augmente. Donc c'est quelque chose de très positif. On va vraiment aller regarder ensuite en détail. On fait notre meilleur mois sur le mois d'octobre 2025 qu'on n'ait jamais fait, avec 42,8 millions de documents qui ont été alimentés. Donc c'est plus 40% par rapport à octobre de l'année précédente. C'est vraiment quand même la validation de tous les efforts qui sont fournis à tous les niveaux, que ce soit évidemment au niveau national, mais également régional et dans chaque structure et par chaque acteur de santé. On a des freins aussi, alors avant d'entrer un peu plus dans le détail, mais
commun qui continue, qu'on connaît maintenant et qu'on s'attache à résoudre. La qualification de l'INS qui reste prérequis, que vous connaissez bien, qui reste voilà, pas toujours évidente partout, qui rencontre un certain nombre d'obstacles propres à chaque secteur. Ce qui est intéressant, cependant, je reviens d'une visite hier dans 2 établissements où on parlait de taux de qualification qui sont à 93-95% en fonction des mois. Donc, on voit que ce palier un peu qu'on s'était, ce plafond de verre qu'on avait un peu en tête, en fait, il est en train d'être franchi, y compris dans des établissements de santé, y compris dans des structures où pourtant on pensait qu'il n'était pas forcément possible d'atteindre un tel niveau, et donc c'est extrêmement positif, ce qui veut dire que il faut qu'on continue à avancer sur ce sujet et à répéter, à acculturer, à aller vraiment débloquer tous les obstacles à cette qualification. Pareil, c'est quelque chose qu'on sait bien, sur lequel on s'attache collectivement à avancer sur la partie ergonomie logicielle. On sait qu'il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui sont faits. On a quand même beaucoup de retours terrain qui continuent à pointer du doigt parfois un nombre de clics important, des formulations pas toujours très évidentes, des fonctionnalités un peu cachées ou un peu compliquées à atteindre. Des instabilités techniques, on a beaucoup maintenant, puisqu'on a maintenant cette logique un peu de run, les alimentaires, les premiers alimentaires alimentent depuis plusieurs années, et donc on a forcément des certificats parfois qui tombent, on a des mises à jour qui amènent à des bugs, on a des lenteurs qui continuent à exister. Donc tout ça, pareil, ce sont des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Et puis les enjeux organisationnels, j'en parle un peu sur la partie NS. On a la bien connue validation des documents, le délai de validation en structure, on a les sujets de l'authentification, et donc tout ça que, évidemment, on continue à mapper et puis à adresser. Si on avance peut-être, je vais essayer de ne pas passer trop de temps, mais vous donner vraiment le détail couloir par couloir, secteur d'activité par secteur d'activité. Alors à chaque fois, vous l'aviez déjà vu en février, lors du dernier COSUI, on a voulu justement vous montrer à chaque fois le pendant par rapport à septembre. Pourquoi septembre? C'est que les chiffres d'octobre, très honnêtement, n'ont pas eu le temps d'être complètement traités. Donc, on voulait vous donner le chiffre d'octobre parce que c'était notre meilleur mois de manière générale. Mais là, on a pris septembre pour cette analyse. Et puis, comme vous le savez, en février déjà, on s'attache à regarder souvent un document un peu phare par secteur. Et donc, à l'hôpital, c'est la lettre de liaison. On a fait une augmentation de 20% en termes de volumétrie de l'aide de liaison alimentée. On a maintenant 2 séjours sur 3 qui donnent lieu à une lettre de liaison alimentée. C'est extrêmement positif, évidemment. Quand on regarde un peu plus dans le détail, c'est un nombre d'alimentaires qui reste assez identique, stable. Ce que ça veut dire, c'est que chaque établissement alimente plus aussi. Donc, ça veut dire que les établissements qui ont commencé à alimenter continuent et augmentent leur niveau d'alimentation. Ce qui est extrêmement positif aussi à avoir en tête, c'est que septembre, c'est la fin, les mois d'observance d'Open 2 phase 1 sont passés, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effondrement, on va dire, des usages suite à la fin des financements à l'usage. Et puis la lettre de liaison, donc 1,2 million de lettres de liaison, c'est un bout des documents qui sont alimentés à l'hôpital. Vous voyez, on est presque à 6 millions de documents de manière générale hors plateau technique. Et en plus, on a les 2,2 millions de comptes rendus de biologie et les 1 million de comptes rendus d'imagerie sur la partie plateau technique. Et donc, tout ça, c'est même plus 30% par rapport à février. Et donc, concrètement, ce qu'on veut continuer à faire là-dessus, c'est vraiment faire en sorte que les établissements qui alimentent déjà continuent à alimenter. On sait que parfois, ils sont très, justement, enclins, ou en tout cas, ils sont à risque sur des certificats qui tombent. Et donc, on est en train de se structurer avec l'assurance maladie et au niveau régional pour justement mettre en place un suivi vraiment structure par structure et pouvoir réagir même rapidement en cas de rupture ou de baisse d'alimentation. Sur la partie biologie de ville, très concrètement, on a fait un plus 40%. Donc, c'est pareil, extrêmement positif. On a atteint les 37, donc c'est positif sur l'augmentation. Et ceci dit, on est à 37%. Donc, on sait qu'il faut absolument aller chercher le reste des comptes rendus de biologie. On a environ un tiers des laboratoires qui n'alimentent pas aujourd'hui, pas du tout. Donc, ce 40%, il est vraiment un peu comme à l'hôpital,
liées à plutôt une augmentation du nombre de comptes rendus de biologie qui sont alimentés par laboratoire alimentaire. On a eu une grande campagne qui a été organisée avec les délégués du numérique en santé de l'assurance maladie qui sont allés rencontrer un certain nombre de la quasi-totalité des laboratoires. Et donc, on sait voilà, qu'il y a sûrement eu un effet comme ça d'accompagnement du dernier kilomètre. On a 50% des établissements équipés aussi d'un plateau de biologie médicale qui alimente. Donc, pareil, il y a un vrai sujet d'aller convaincre à l'ouverture de ces flux-là, qui sont en plus très automatisés, on le sait. Et puis, quelque chose de très propre à la biologie, les chiffres que vous voyez là, ce sont en fait des chiffres qu'on retravaille pour avoir cette notion de compte rendu unitaire. Mais il y a encore un problème dont vous avez parlé déjà en février, mais qui persiste, d'alimentation en plusieurs exemplaires d'un même compte rendu de biologie. Alors, c'est d'une part parce qu'on l'a demandé aussi, il y a une version structurée et une version non structurée qui puisse être lisible, notamment des patients. Mais il y a également un sujet autour de versions professionnelles de santé et patients qui sont en doublon. Et donc, voilà, c'est le grand défi de la biologie, ça va être au fond, ça va être d'augmenter le nombre d'axes de biologie menant à un compte-rendu unique alimenté, mais en fait de réduire plutôt les volumétries pour s'assurer que ça soit le plus pertinent possible et que ces comptes-rendus ne soient pas alimentés par ailleurs en plus avec des logiques d'invisibilité qui rendent l'ensemble pas très clair ni pour les patients ni pour les professionnels. Merci. On verra d'ailleurs dans chaque secteur comment la suite du Ségur va répondre à ces problématiques spécifiques. Et j'en profite pour dire que tu as commencé à dépasser un petit peu ton temps. Tu peux être synthétique. Très bien, parfait. Imagerie, donc on est à 2,9 millions sur la ville et sur l'hôpital, une augmentation également de 25%. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une longue période de plateau et donc ça y est, on reprend la hausse d'alimentation. À voir cependant si la grève qui est actuellement en cours aura un impact, on l'espère en tout cas pas durable, pour l'instant relativement limité, même si on observe un peu plus d'impact là sur les derniers jours. Mais en tout cas, c'est positif et c'est grâce à de nombreuses actions, notamment sur le terrain et auprès des secrétariats pour suivre tous ces sujets. Si on avance, du coup, j'essaie de faire concis. La médecine de ville, donc également une hausse entre février et septembre qui cache en fait un certain nombre de hauts et de bas en fonction des différents du nombre de congés de chaque des médecins en France. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que les médecins, il y a 55 000 médecins libéraux qui alimentent en septembre mon espace santé, c'est plus donc 2 sur 3, c'est plus aussi qu'en février. On a une alimentation via Amélie Pro aussi qui a démarré, donc c'est un nouveau canal en plus des logiciels et du WebPS qui est en train évidemment de disparaître petit à petit sur la partie libérale. On a aussi donc le volet de synthèse médicale qui, vous savez, est un peu l'équivalent de la lettre de liaison qui fonctionne bien avec une bonne alimentation sur 3,5 millions de patients uniques sur les 12 derniers mois. Et puis, quelque chose qu'on continue évidemment à suivre évidemment en ville, c'est-à-dire en médecine de ville et en officine, c'est le nombre d'ordonnances numériques créées. Et donc, on est à 11 millions en septembre avec vraiment un bond. On a fait un x2 par rapport à février, on était à 5,4 millions. Donc, la médecine de ville qui continue, on sent que ce qu'on appelle le pick and choose est en train de peu à peu, en tout cas, se réduire. Il y a une plus grande, un peu comme ce que j'ai dit sur les autres secteurs, une plus grosse alimentation, plus grosse volumétrie par alimenteur. Merci So. Merci. Donc, il y avait beaucoup d'informations et je vous encourage à continuer à poser vos questions dans le chat. Là, et merci aux collègues qui sont en train de répondre. Vous l'avez vu, ça progresse. On n'est pas encore au bout de nos peines. On a besoin de continuer à avancer. L'objectif, c'est vraiment de viser l'exhaustivité du carnet de santé numérique. Donc, je vais vous proposer qu'on va passer en vue un peu différents leviers. Je vais donner la parole d'abord à l'Agence du numérique en santé qui va nous parler du premier de ces leviers, c'est de s'assurer que tous les logiciels installés et financés par la Vague 1, ils sont pleinement opérationnels. Et donc, c'est pour ça que l'agence mène un certain nombre de contrôles que Jean-Christophe va nous présenter maintenant. Merci Benjamin et bonjour à tous. Oui, l'objectif de cette séquence est de vous montrer comment, au-delà de la diffusion des logiciels Ségur, nous nous assurons collectivement désormais qu'ils sont pleinement opérationnels et utilisés et conformes au texte. Alors sur cette diapositive, ce qu'il faut retenir, c'est que la réussite du Ségur ne se mesure pas seulement en nombre d'installations, mais en efficacité réelle des logiciels qui sont déployés.
Alors, nous sommes désormais dans une phase de consolidation au travers des contrôles a posteriori, notamment. Il s'agit ici de veiller et de vérifier que les mises à jour financées sont bien installées et qu'elles fonctionnent comme prévu. Les contrôles a posteriori sont prévus dans chaque dispositif SONS réglementairement et garantissent que les fonds publics ont produit les effets attendus, ça vous le savez. Et sur plus de 70 000 commandes aujourd'hui qui sont contrôlées, le taux de non-conformité sont extrêmement faibles puisqu'on se retrouve entre 0,2 et 5% selon les dispositifs, ce qui est évidemment à féliciter. Alors, ces contrôles ont permis d'obtenir des correctifs éditeurs, des régularisations et de fiabiliser l'ensemble du parc logiciel. On a pu le constater semaine après semaine, notamment en maintenant les échanges avec l'ensemble des industriels. Et c'est finalement la preuve que le Ségur, aujourd'hui, c'est un investissement utile et maîtrisé avec un niveau d'exigence inédit dans la sphère publique. Donc, et sur la slide suivante, s'il te plaît, Benjamin, vous partagez le fait que merci. Vous partagez le fait que nous passons dorénavant du contrôle ponctuel à finalement une logique d'audit continu et du coup partagé également en préfigurant les futurs mécanismes de régulation. Donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que d'une part, au-delà des contrôles sur pièce, via les contrôles a posteriori, on a des audits désormais sur site qui sont conduits pour s'assurer que les logiciels restent conformes dans leur environnement réel d'utilisation en production. Ces audits s'appuient sur les signalements des utilisateurs, par exemple, et on a une boucle de retour d'expérience concrète et très collaborative. Je peux en témoigner. Ils associent l'ensemble des acteurs, la CNAM, les ARS, les établissements de santé, les syndicats, les éditeurs. Et pour chacun, ici, chacun de ces structures, l'idée, c'est qu'elles soient partie prenante finalement de l'amélioration continue au travers du programme. En 2025, on a mené 45 audits sur les différents dispositifs et programmes, avec une durée moyenne environ de 9 heures par audit. Et ces démarches, finalement, préfigurent, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, les futurs mécanismes de sanctions qui sont prévus par la loi, mais aussi une meilleure régulation au quotidien. Et finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous construisons ensemble la confiance numérique sur finalement des bases particulièrement solides. Et si je devais conclure par rapport à ces deux slides, c'est de vous partager le fait que le Ségur est tout sauf un dispositif one-shot finalement. C'est un cycle complet d'investissement, de contrôle et d'amélioration continue qui prépare et finalement accompagne l'ensemble des usages, la généralisation des usages. Voilà. Merci Jean-Christophe. Donc ça, c'est premier levier. Tous ces logiciels Vaguin qui doivent alimenter mon espace santé, on s'assure qu'ils soient tous opérationnels et qu'on tire le plein parti de cette Vaguin. Deuxième levier, on va continuer dans les leviers d'incitation, on va continuer à accompagner et y compris à inciter financièrement les professionnels de santé à ces usages numériques. Tout à fait. J'en parlais pour aller chercher justement tous ces points. Un certain nombre d'actions à nouveau qui sont déclinées. On est très nombreux à travailler derrière ces quelques phrases. Des campagnes d'accompagnement ciblé. Donc, il y en a eu auprès des établissements sur l'Open 2 phase 1. Évidemment, ça continuera. On en parlera plus tard sur la partie phase 2. On a aussi des campagnes, j'en parlais, sur des DNS de la science maladie. Il y a 179 laboratoires qui ont été, par exemple, d'ores et déjà rencontrés. D'autres vont être encore vus d'ici la fin de l'année. Et puis en 2026, on ira voir d'autres acteurs, les cabinets d'imagerie de ville. On retournera voir des laboratoires pour justement faire le suivi de ces campagnes un peu d'état des lieux, les officines, les médecins de ville. Donc vraiment aller au plus près pour leur expliquer tous ces dispositifs. On vous a présenté plein de stats. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de les stabiliser, d'avoir ces fameux justement dénominateurs, de savoir quelles sont les assiettes, de les préciser, de les mettre à disposition des bonnes personnes à chaque niveau et notamment des acteurs de santé pour que chacun puisse être responsabilisé et savoir où est-ce qu'il en est de ses usages. Et puis, on travaille aussi pour être plus précis, notamment dans la déclinaison opérationnelle des doctrines nationales. Notamment, il y a eu un gros travail des collègues sur la biologie pour les comptes rendus de biologie hospitaliers, savoir lesquels doivent être alimentés. De la même manière sur les comptes rendus d'imagerie hospitaliers également. Tout ça, vous pouvez le retrouver, vous connaissez, j'espère en tout cas, vous connaissez ce lien, les fondamentaux, où on vous met toutes ces informations et qui est régulièrement mise à jour. Donc voilà, sur la partie sensibilisation. Et puis, on continue aussi le pendant patient. Claire en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais donc les ambassadeurs évidemment qui se poursuivent.
l'impact de l'AppCV, que vous connaissez bien également, le déploiement continue, on est vraiment absolument convaincus que ça va permettre d'améliorer ces fameux sujets de qualification de l'INS en faisant porter la qualification de l'identité côté patient au moment et donc en amont de l'arrivée, et donc en ouvrant de nouveaux cas d'usage. Et donc vous le voyez, on vise les 2 millions d'assurés qui auront activé leur application d'ici la fin de l'année. Et puis, on en parlait un peu avant, si tu passes, voilà, parfait. Les financements incitatifs qui continuent. Donc, vous connaissez bien, je pense, le forfait structure qui existait sur 2024-2025, qui avec notamment pendant une partie DMP, avec également un financement sur l'alimentation du volet de santé hospitalière dont je parlais pour les patients en ALD. Donc, ça se pérennise, ça devient la dotation numérique à partir du 1er janvier, mais il reste un indicateur sur la partie numérique. Et puis, à l'hôpital, un certain nombre de dispositifs existants, passés ou en cours. CNES, que vous connaissez tous bien également, dont le bilan est officiellement publié depuis ce matin, il me semble, ou hier soir, sur le site du ministère. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. La phase 1 du programme Open 2, qui, pareil, a été un énorme travail collectif et qui a porté ses fruits, puisque vous avez un engouement des établissements qui se sont portés candidats, et avec un grand nombre qui ont réussi à valider un ou plusieurs objectifs et donc qui ont permis de déléguer des financements à l'usage. Et puis tout ça, l'objectif, c'est évidemment d'abord de faire une mise en mouvement, on va dire, sur cette partie-là, et puis ensuite de pérenniser. Et donc ça va être notamment le rôle d'IFAC à l'hôpital, puisqu'on aura des indicateurs numériques à partir de 2026 qui permettront de pérenniser non seulement les usages, mais l'amélioration également, l'évolution de ces usages. Et donc tout ça, évidemment, avec un travail des collègues de l'hôpital sur ces sujets. Merci So. Donc ça, deuxième levier, on est accompagné d'inciter. On dira tout à l'heure du troisième levier qui est le déploiement de la vague 2. Hein. On sait qu'on a encore besoin. La vague 2, elle apportera des évolutions logicielles centrées sur la consultation, mais elle viendra aussi aider la qualification de l'INS et l'alimentation la plus systématique possible. On passe du coup au quatrième levier d'actualité, parce qu'on va parler comme Vincent l'a dit tout à l'heure, hein, au début dans la méthode du Ségur, on va vers un passage progressif des logiques d'incitation et une logique d'obligation et de sanction, et c'est Emmanuel qui va nous en parler. Bonjour à tous. Oui, dans les deux slides qui sont là, je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi surtout on passe de dispositifs d'incitation à des dispositifs d'obligation et de sanction. Donc là, vous l'avez vu, on arrive aujourd'hui à un niveau d'alimentation très élevé du DMP. La situation aujourd'hui, c'est une alimentation quasi systématique du dossier médical partagé. Et la responsabilité collective, en fait, c'est de pérenniser en fait ces résultats et de rendre irréversibles les progrès qu'on a obtenus grâce à l'investissement du Ségur du numérique en santé. Peut-être là-dessus, Emmanuel, pour insister là-dessus, hein, on l'avait dit depuis le début. Comment on fait en sorte que cet investissement historique, il n'y aura plus jamais de retour arrière, notamment comment on fait en sorte que le droit du patient à obtenir ses documents de santé dans mon espace santé, il ne soit plus jamais remis en question. On sait que parfois, au gré des débats entre les représentants des professionnels, des pouvoirs publics, il peut y avoir ce genre de débat. Juste rappelle à ce niveau-là que le règlement européen sur les données de santé, qui est entré en vigueur cette année, il vient sanctuariser ce droit du patient à disposer de ses données de santé. Donc, notre responsabilité collective, c'est encore une fois de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de retour arrière sur ces usages numériques à l'issue du Ségur. Voilà, je te laisse. Et il y a deux dispositifs en fait qui vont permettre de passer progressivement à cette logique de sanction et d'obligation. Il y a un premier dispositif réglementaire qui est prévu déjà par la loi de financement de la sécurité sociale 2023, qui vient sanctionner la conformité de l'équipement logiciel. Il y a un article ED 1470-6 qui prévoit d'appliquer des sanctions pour rendre obligatoire la conformité d'une solution à un logiciel. Ce dispositif réglementaire, là, on est au niveau du décret qui doit être pris en Conseil d'État, et le décret sera publié en janvier 2026. Et une fois que ce décret sera paru, ensuite, il y aura des arrêtés par secteur, par type de logiciel, pour expliquer quelles sont les exigences auxquelles un logiciel doit se conformer. Évidemment, ces exigences, elles s'appuieront sur toutes celles qui ont été prévues déjà dans la vague 2 du numérique en santé,
pour éviter toute régression sur les fonctionnalités clés comme la qualification de l'INS, l'alimentation et la consultation. Et il y aura un calendrier aussi d'application de ces obligations et de ces sanctions qui sera défini référentiel par référentiel, secteur par secteur, et après concertation avec les éditeurs concernés, un peu comme c'est fait pour le Ségur en mode incitatif, quoi. Merci Emmanuel. Du coup, ça, vous l'avez compris, donc ça, c'était la première voie de sanction qui est déjà dans la loi et on est en train de prendre les textes. Ça sera progressif, mais on va vraiment viser le fait que les logiciels qui sont conformes grâce au Ségur restent conformes dans la durée. Donc, ça va principalement viser les éditeurs de services numériques. Donc, en parallèle, maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité brûlante parce que c'est discuté cette semaine au Parlement. Là, on va parler d'obligation d'usage du DMP pour les professionnels. Voilà. Donc là, c'est dans l'article 31 du PLFSS 2026 là, que vous pouvez consulter. Il y a un peu deux axes. Il y a un premier axe en termes d'usage qui est celui de l'obligation d'alimentation du DMP, alors qui existe depuis longtemps, 2029 ou 2021, avec la liste précise des documents de santé qui doivent alimenter le DMP, en cohérence avec évidemment tous les efforts d'interopérabilité portés par le Ségur du numérique en santé. Là, maintenant, dans l'article 31, on prévoit des sanctions adaptées en cas de manquement avéré et répété pour le professionnel en défaut d'alimentation ou pour la structure qui n'aurait pas pris l'ensemble des mesures techniques, organisationnelles et d'information des professionnels. Il y a à la fois le volet vraiment concrètement quels sont les niveaux atteints et deuxièmement, est-ce que les moyens qui permettent cette alimentation ont bien été mis en œuvre. Et il y a un deuxième axe qui est de rendre obligatoire la consultation préalable du DMP du patient avant la prescription d'un acte onéreux, sur la base d'une liste fixée de ces actes. Donc là, l'objectif, c'est de tirer le plein parti du DMP pour réduire au maximum les cas d'examen redondants. Et tout ça se fera aussi là en cohérence avec la vague 2 du Ségur du numérique en santé qui va apporter vraiment tous les moyens de consultation simple et ergonomique du DMP par les utilisateurs depuis le logiciel dont le médecin est équipé, quoi. Voilà. Alors, en cas d'adoption au Parlement, parce que je crois qu'il y a pas mal d'amendements et puis voilà, le processus est en cours, hein, il y aura des textes d'application après qui feront l'objet de concertation avec les représentants des professionnels et les représentants des entreprises du numérique en santé pour définir quelles sont les modalités de contrôle, hein, les taux minimums d'alimentation, de consultation sur une période donnée, enfin tout ça reste à définir. Les travaux d'ailleurs sur tous les indicateurs qu'on vous présente avant sont vont alimenter ces modalités de contrôle et avec une logique basée sur une logique plutôt collective que individuelle. Et enfin, ces dispositifs en termes de calendrier, ils entreront progressivement en vigueur à partir de 2027 ou 2028, une fois qu'on aura vraiment levé tous les freins techniques à la fois à l'alimentation et à la consultation. Merci, merci Emmanuel. Donc, encore une fois, là on vous présente des éléments d'actualité très chaudes, hein. Il y a de nombreux amendements qui seront en discussion au Parlement. Donc, je le redis là-dessus, la priorité, c'est bien l'obligation d'alimentation du DMP. Elle est présente depuis longtemps, il faut la rendre effective. On sait que même les sondages qu'on fait auprès des professionnels de santé, hein, ils nous disent tous, pour que ça marche, il faut qu'il y ait tout. Donc, pour qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait ces logiques d'obligation. Et puis, l'autre message clé, c'est tout ça va entrer en vigueur, évidemment, de façon progressive pour traiter tous ces cas-là. Notamment, évidemment, on ne va pas venir chercher le professionnel de santé quand c'est le logiciel qui dysfonctionne. Je vois qu'il y a une main levée. Je vous propose de plutôt utiliser le chat parce que sinon, on ne va pas tenir le timing. On a fini la partie alimentation. On passe maintenant sur le troisième petit pas sur la consultation. Comme d'habitude, on commence par où est-ce qu'on en est aujourd'hui en novembre 2025. Et je crois que c'est encore toi, Sou, qui nous dit où est-ce qu'on en est. Tout à fait. Je continue à vous donner tous mes chiffres. Donc, la consultation, effectivement, qui, comme vous le savez, est un usage beaucoup plus récent et qui n'a pas évidemment atteint les mêmes niveaux que l'alimentation, puisque c'est l'enjeu de la vague 2 qui est encore devant nous. Cependant, il continue d'émerger. Alors, c'est toute une notion, mais en tout cas, il continue de progresser sur le terrain, porté en grande partie par la ville. Donc, vous voyez, on a plus 56% de consultations. La grande majorité des 67% de ces consultations des données de mon espace santé sont faites par la ville. Ça s'explique assez facilement par le fait qu'un grand nombre de LGC permettent déjà cette consultation d'intégrer. La bonne nouvelle, c'est que ça donne
voilà, bon espoir dès que ça sera également accessible pour les autres secteurs depuis leur logiciel métier. On a aussi un certain nombre, enfin un grand nombre de médecins. Vous voyez, on est quand même à 33 000, 34 000 même médecins qui consultent. Donc c'est quand même un usage qui se répand, qui n'est plus du tout confidentiel. Et puis, ça nous permet aussi de vous faire un petit point, notamment sur l'hôpital qui a été assez marqué par la suspension qui a eu lieu durant quasi un mois, de septembre à octobre, enfin, de mi-septembre à mi-octobre, voilà, suspension préventive des accès au WebPS via ICPS. Il y a eu des tentatives de surpassion par ingénierie sociale, et donc il a fallu le temps d'investiguer, de s'assurer qu'il n'y avait pas de faille de sécurité, ce qui est le cas. Donc voilà, ça a permis de rouvrir en toute confiance avec un gros travail d'investigation de l'ANS, de l'assurance maladie et puis des collègues également côté DNS. Et ça a permis de rappeler également au passage, de faire des communications auprès des professionnels de santé pour rappeler toutes les bonnes pratiques, notamment autour de la CPS et de ce qu'on doit donner ou pas comme mesure, comme information. De manière, voilà, comme tout ce qui est bancaire. Donc voilà, c'est rouvert aujourd'hui et donc les usages ont repris, notamment à l'hôpital. Et puis, autre petit point d'information, vous l'avez peut-être vu passer, la décision du Conseil d'État qui vient clore un recours du CNOM sur l'arrêté du 26 octobre 2023, qui est celui qui publiait à l'époque la nouvelle matrice DMP, notamment avec les professions à rôle. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça réaffirme bien sur le fond le fait que ces professions ont vocation à accéder aux données selon ce qui était indiqué sur la matrice. Donc le principe de minimisation de confidentialité qui a été mis en cause ont bien été confirmés. Il y a eu cependant une annulation technique, dirons-nous, de cet arrêté, parce que dans le chapeau, le PDF qui était en annexe, le chapeau ne reprécisait pas le fait qu'il fallait un consentement du patient. On a voulu rajouter des informations, mais on n'a pas été 100% exhaustif. Donc on prend de notre côté, évidemment, l'action de republier en mettant la bonne phrase dans le bon rappel. Ça sera fait très prochainement, et donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que cette matrice va pouvoir être validée et surtout appliquée dans les prochains mois. Comme vous le savez, il y a des travaux en parallèle qui avancent pour permettre justement l'ouverture concrète de ces accès aux professions à rôle. Merci Sou. Donc là, on était dans la partie consultation. On voit que les usages, ils émergent. On sait, on avait dit la dernière fois, cette promesse du Ségur sur la consultation, elle reste encore à tenir. On a repris la petite pyramide qu'on vous avait montrée la dernière fois. On sait que pour arriver à cette promesse, on a besoin de travailler sur le logiciel, on a besoin de cette vague 2, on a besoin de travailler sur les moyens d'identification électronique à 2 facteurs pour accéder au DMP de façon sécurisée. Et on a besoin, les professionnels, les établissements ont besoin de mener des projets de transformation de leurs pratiques, leurs organisations pour intégrer ce fait mon espace santé dans leur pratique. La différence sur ce qu'au-suit, c'est avoir une approche beaucoup plus sectorielle, vous l'avez senti, mais de plus en plus, notre dispositif et la trajectoire, elle s'adaptent à la situation et aux enjeux de chaque secteur. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des zooms sectoriels à partir de maintenant. Avant de passer au sectoriel, je dis un mot très rapide des dispositifs vague 2. Donc, pour rappel, la vague 2, elle contient des fonctionnalités très attendues par les professionnels. C'est notamment la consultation de l'information disponible dans mon espace santé. C'est aussi mieux intégrer les documents reçus par MS Santé. C'est des éléments critiques de sécurité des systèmes d'information. On va imposer des tests d'intrusion SSI à tous les éditeurs. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est un peu celle qui vient faire le SAV des fonctionnalités clés de la vague 1. Comme, pareil, ça c'est des slides qu'on a l'habitude de vous montrer, donc je passe assez vite. C'est le même type de dispositif d'achat pour compte. Et là, vous voyez en bas, les dispositifs qui ont déjà été publiés, les tout prochains dispositifs à publier, et ceux qui sont encore en construction, on va les voir là dans les zones sectorielles que j'évoquais tout à l'heure. Avant de rentrer là-dedans, je donne la parole à l'Agence numérique en santé, notamment pour parler des services aux éditeurs et de ces enjeux d'amélioration côté ANS.
C'est à toi. Bonjour, oui. Merci Benjamin. Nolwenn, François, je vais vous parler de cette petite task force qui a été mise en place pour répondre à une urgence face aux constats qui nous sont remontés d'un ensemble de signaux, de difficultés, de retard sur le traitement des chapitres en référencement, sur les questions, les réponses que vous pouvez attendre de nous et qui, alors pour partie, ont pris beaucoup de retard, pour partie, ont besoin d'être retravaillés en termes de complétude, de qualité, etc., pour vraiment vous apporter un service, le service que vous êtes en droit d'attendre de notre part. Donc face à ces constats et ces difficultés, alors qui ont des explications bien sûr en termes de charges notamment, vous savez qu'on a en ce moment plusieurs dispositifs qui ont été ouverts au référencement en vague 2, des dispositifs sans financement qui ne sont pas terminés sur la vague 1, sur la partie LGC et sur la partie médico-sociale, et des échéances qui se rapprochent, je pense en particulier aux dossiers patients informatisés. Donc, on a les PFI qui sont pas loin derrière nous, qui se sont terminés en septembre. On a, en tout cas sur les dépôts de preuves, le dépôt complet et fin des échanges. On a les dépôts complets de preuves qui arrivent le 15 décembre pour le DPI. Donc, énormément de dossiers qui nous arrivent et qui sont encore à venir sur cette fin d'année. Donc, il était plus qu'urgent, je pense que vous nous l'accorderez tous, de mettre en place de quoi résorber les retards auxquels on a dû faire face et puis de se mettre, d'assurer la montée en charge qui nous attend dans les semaines à venir. Voilà. Donc, depuis ces dernières semaines, on a donc réorganisé, repriorisé certains dossiers par rapport aux échéances à venir, aux échéances réglementaires que je viens de mentionner. Qui peuvent être frustrantes, je l'entends très très bien parce que quand on n'est pas dans la partie priorisée, on se retrouve à attendre un petit peu. Mais sachez que aujourd'hui, on a réussi à résorber l'immense majorité du retard, voire tout le retard en termes d'analyse de preuves, puisque on n'a plus aucun dossier, plus aucun chapitre en attente de traitement qui ait été déposé depuis plus de 10 jours. Donc, tous ceux qui ont été déposés jusqu'ici ont été traités. Une réponse a été apportée. Donc, soit ils sont validés, soit il y a des corrections à faire. Mais que ce soit sur les guichets des REM Vague 2 ou sur le guichet Espace de confiance Pro Santé Connect. Sachez aussi que quand on prend un chapitre en charge, maintenant, vous aurez forcément une information qui vous informe de la prise en charge de ce chapitre. Et qui dit prise en charge dit réponse dans les jours qui suivent. Donc, ça peut être entre 5 et 10 jours en fonction de la difficulté du chapitre, avec toutefois un petit bémol sur tout ce qui est Dreambox et Interop, où là, on est vraiment sur des nouveautés, donc des complexités d'exigences qui font que l'analyse de ces chapitres prend plus de temps. Il y en a certains en cours d'analyse, mais néanmoins, là aussi, il n'y a plus de retard là-dessus. C'est juste un temps d'analyse qui est beaucoup plus fort. Voilà. On travaille aussi pour améliorer notre coordination entre les différents intervenants institutionnels auxquels vous avez affaire dans le cadre de ce référencement, que ce soit CNDA, NS. Et voilà, c'est ce qu'on voulait vous faire passer comme message et je vais m'arrêter là en espérant que vous n'êtes pas vous-même en difficulté. Alors merci Nolwenn. Donc je referme, c'était, vous l'avez compris, un petit message de service plutôt dirigé aux éditeurs. Pareil, je poursuis le message de service. On suivra c'est un sujet qu'on suivra là avec vos représentants et les fédérations d'industriels, avec les collègues de l'agence, pour s'assurer que les services reprennent leur cours habituel sur le référencement logiciel. Une fois qu'on a fait donc cette petite intro sur la vague 2, je vous propose du coup de rentrer là secteur par secteur. On va commencer par l'hôpital, notamment parce qu'on sait que la route ou le chemin à parcourir ensemble jusqu'à la consultation du DMP en routine à l'hôpital, elle va être longue. En tout cas, elle va être compliquée. Et je crois que c'est Jean-Baptiste Milon qui va commencer à nous présenter tout ça. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, sécuriser l'accès aux données de santé, donc au-delà d'être pour la boutade, parfois un peu sur le temps de la boutade, un commandement du serment d'Hippocrate,
il ne faut pas le voir que comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Sécuriser et simplifier l'accès au système d'information hospitalier, c'est justement permettre de l'élargir à la consultation du DMP, dont l'intérêt ne fait plus débat. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans cette présentation. Et alors, par contre, on le sait tous, c'est un défi particulier à l'hôpital, compte tenu de la variété des contextes des établissements de santé, de leur taille, du point de départ. Certains ont déjà avancé sur ces sujets d'identité numérique, d'autres beaucoup moins. Et donc, on a commencé par mener, vous le savez, un projet d'expérimentation, HospiConnect, qui a été mené dans une quinzaine d'hôpitaux, dans lequel on a cherché des solutions, voilà, pour à la fois sécuriser et simplifier les accès. Et la bonne nouvelle, tu peux passer le slide suivant, c'est qu'à travers ces expérimentations, on a trouvé des solutions dans certains établissements. On a donc aujourd'hui des professionnels qui vont s'appuyer sur une authentification forte le matin en arrivant avec une carte d'établissement à double facteur, qui vont pouvoir par exemple utiliser cette carte en mode sans contact pendant plus de 4 heures pour retrouver leur session sur n'importe quel poste de l'hôpital et accéder sans avoir à se réauthentifier à l'ensemble des applications du SIH via des solutions de gestion d'IAM, donc gestion des identités, des accès et de SSO, mais aussi sans avoir à se réauthentifier à des applications externes, comme le DMP, bien entendu, via les DPI issus de la vague 2 du Ségur, mais aussi à l'accès à des images sur des Dreambox externes, par exemple, sans avoir à se réauthentifier grâce à ProSanté Connect, en faisant en sorte là que finalement l'identité qui est portée par l'établissement de santé est reconnue à la volée par ProSanté Connect. Et comme vous l'avez noté, dans ce cas qui est un peu le cas à l'état de l'art, on a à côté de ça un établissement, un SIH qui est complètement autonome, y compris en cas de coupure Internet, c'est-à-dire que ProSanté Connect n'est pas utilisé pour la connexion en SSO aux applications du SIH, ça repose sur une solution dédiée, mais effectivement, l'établissement va pouvoir devenir lui-même fournisseur d'identité de ProSanté Connect, ce qui va permettre aux professionnels d'accéder à des services externes sans avoir à se réauthentifier. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que mener un projet pour arriver à ce type de cas d'usage, la partie la plus importante, c'est la gestion des identités et des accès. Là, c'est le numéro 1 sur mon schéma. On a parfois tendance à croire que renforcer l'identification électronique dans les établissements, c'est déployer des cartes CPS ou des cartes d'établissement à double facteur. Mais en fait, non, c'est pas. Bon, ça en fait partie, bien sûr, mais ce n'est pas un projet technique, c'est un véritable projet de transformation de l'hôpital, de changement et d'évolution de processus qui va impliquer l'ensemble des directions de l'hôpital, évidemment la DSI, les RSSI, mais aussi et surtout la DRH, la direction médicale, puisqu'on parle véritablement de maîtriser les identités en lien avec le RPPS des professionnels de santé, de mieux gérer les mouvements de personnel, les entrées-sorties, la revue des comptes, de mieux gérer les habilitations. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un rapport de la CNIL assez récemment, les habilitations dans les différents services à consulter telle ou telle donnée de santé. Donc, c'est vraiment un gros projet au niveau des établissements. Slide suivant. Donc ça, c'est je dirais un cas d'usage qui nécessite quand même beaucoup de travail et qui dépend aussi beaucoup du point de départ des établissements. Mais on a aussi identifié parmi les 15 établissements expérimentateurs, dans des établissements de plus petite taille d'ailleurs, des plans d'action plus minimaux, plus simples et plus rapides à mener, qui là vont s'appuyer, sans rentrer dans le détail, beaucoup sur ProSanté Connect, sur le service socle, qui va jouer finalement le rôle de cette solution de gestion d'identité des accès et de SSO au sein de l'établissement, c'est-à-dire que ProSanté Connect va permettre aux professionnels de s'identifier sur les différentes briques de logiciels de l'établissement, notamment évidemment le DPI. Et évidemment, comme le professionnel est connecté à ProSanté Connect, sans se réauthentifier, il pourra accéder au DMP avec le modèle simplifié ou les API ProSanté Connecté et également au Dreambox externe et à l'ensemble des services externes. Slide suivante. Voilà, donc en ayant connaissance maintenant de ces différents types de scénarios, ça nous permet de relancer une ambition qu'on se donne pour T1 2027. Donc, grosso modo, la fin du déploiement des DPI issus de la vague 2. On se donne collectivement cette ambition de se dire on voudrait qu'il y ait une majorité d'établissements de santé qui est déployé, qui est sécurisé leur identification électronique pour permettre la consultation automatique du DMP depuis les DPI issus de la vague 2. Et puis, on se donne un petit peu plus de temps jusqu'à fin 2028 pour que, in fine, tous les professionnels de tous les établissements disposent d'un MIE qui leur permet, avec ProSanté Connect par exemple, de sécuriser l'accès aux données de santé. Et donc, pour atteindre ces ambitions, c'est évidemment, comme je viens de le dire, assez ambitieux. On sait que c'est des gros projets à mener dans les établissements. Donc, on va mobiliser tous les leviers dont on dispose, en tout cas du côté de la puissance publique, en faisant évoluer d'une part le cadre réglementaire et les services socles comme ProSanté Connect sur la base des retours d'expérience de ces phases d'expérimentation. On va y revenir. On va avoir bien sûr les DPI issus de la vague 2 et puis on va lancer très prochainement un grand programme
qu'on a réunifié sous la bannière HospiConnect, qui était celle de l'expérimentation, mais là on parle d'une généralisation à l'ensemble des établissements de santé, donc d'un grand programme qui va s'appuyer à la fois sur des financements issus du programme CARE pour financer l'équipement matériel des établissements, donc on pense aux moyens d'identification électronique, les cartes, les clés FIDO et tout ce qu'on peut imaginer pour faire de l'authentification forte, les lecteurs de cartes, etc. Et puis qui va aussi surtout s'appuyer sur des financements issus du programme Open 2 pour mener ces grands projets de transformation que j'évoquais sur la gestion des identités et des accès et mener des changements de pratiques, l'évolution de processus qui vont permettre Oui, de bonjour collecter, monsieur, par de exemple, le nouveau consentement Madame des Emery patients. pour la livraison du Colissimo rue de la Chalotais à Rennes. C'est Alors, une erreur ça que n'est j'ai pas faite, chez ce n'est pas moi. le 5 rue de la Chalotais, mais le 3 rue de la Chalotais. Donc Je ne livraison sais pour pas Madame qui Emery, attend une qui est livraison. prévue demain matin. D'avance, merci de m'indiquer si vous avez... Alors, C'est bon, j'ai coupé. ça n'était pas moi qui attendais une livraison. Je ne sais pas d'où ça venait. On ne dénoncera pas qui c'était. OK. Donc, je reprends. Et donc, ce généralisation de ce grand programme HospiConnect à partir de d'ici la fin de l'année, là, programme qui va s'étaler quand même sur 3 ans, donc entre 2026 et 2028, en lien avec les ambitions que j'ai évoquées, et qui va permettre, avec notamment des financements importants issus du programme Open 2 pour mener ces grands projets de transformation. Pour revenir brièvement au slide suivant sur les évolutions en cours, je ne vais évidemment pas pouvoir entrer dans le détail sur les services socles. Donc vous aurez les slides et un petit schéma un peu récapitulatif sur la gauche. Ce qu'il faut retenir, c'est que compte tenu des retours qu'on a eus sur les expérimentations précédentes, on est en train avec l'ANS de développer une nouvelle brique logicielle qui va s'appeler ProSanté Identité, et qui est à la fois un portail et une API, un portail qui va permettre aux professionnels de santé directement de s'enregistrer dans les répertoires nationaux, qui va aussi permettre aux autorités d'enregistrement, notamment les employeurs, les établissements de santé, d'inscrire en masse des professionnels dans les répertoires comme le RPPS, qui va permettre aussi, depuis les fameuses solutions d'IAM que j'évoquais tout à l'heure et de SSO, d'automatiser par API l'enregistrement et la synchronisation de l'identité des professionnels avec le RPPS et de gérer les différents moyens d'identification électronique associés à un compte ProSanté Connect qui peuvent être, vous les avez en dessous, les mieux compatibles ProSanté Connect, c'est évidemment la ICPS que vous connaissez, les cartes de l'ANS, la carte CPS. On est en train de mettre au point une nouvelle carte puisqu'on va permettre à la demande, là aussi, des établissements expérimentateurs, non seulement aux professionnels enregistrés dans leur PPS, d'avoir des cartes CPS s'ils le souhaitent ou d'autres types de MIE compatibles en lien avec leur enregistrement dans leur PPS, mais on va aussi permettre à des professionnels des fonctions administratives de l'hôpital d'utiliser ProSanté Connect sans nécessiter leur enregistrement RPPS puisqu'ils n'accèdent pas à des données de santé, notamment au DPI, mais pour homogénéiser les MIE à l'intérieur de l'hôpital, on va permettre aussi à ces professionnels administratifs d'utiliser ProSanté Connect. À noter également, Sue a évoqué tout à l'heure l'incident qu'on a eu sur des tentatives malheureusement fréquentes d'usurpation d'identité de professionnels de santé, d'usurpation de leur MIE, notamment la ICPS. Donc il y a eu quelques cas. On est en train de travailler, on a accéléré des travaux pour intégrer notamment des briques comme France Identité. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent. France Identité, c'est une application en lien avec la nouvelle carte d'identité qui est proposée par l'ANTS, par le ministère de l'Intérieur, et qui va devenir prochainement le futur portefeuille d'identité numérique européen pour les citoyens français. Bien, on va intégrer l'utilisation de cette application France Identité pour sécuriser l'activation des ICPS qui, dans ce cas-là, ne reposera plus sur les numéros de téléphone, etc., qui sont malheureusement parfois usurpés. Donc, on va intégrer cette brique-là dès tout début 2026. Voilà, et tout ça va s'inscrire évidemment dans un paquet de mises à jour réglementaires qu'on prépare pour la fin de l'année, pour début 2026, avec un nouveau référentiel ProSanté Connect qui va reprendre toutes les évolutions que je viens d'évoquer, moyens d'identification compatibles, clés FIDO, etc., fournisseurs d'identité tiers, et puis une nouvelle version du référentiel d'identification électronique de la PGSSIS qui va être mis en concertation dans les semaines qui viennent, avant la fin du mois de novembre. On va mettre en concertation publique ce nouveau référentiel. Ce qu'il faut retenir en quelques mots, et puisque c'est une question que certains se posent, que se passe-t-il au 1er janvier 2026 où le référentiel actuel imposait l'utilisation de MIE A2FA? Effectivement, on a restructuré un petit peu la proposition, c'est de restructurer ce référentiel en disant les MIE autorisés pour se connecter sur les services numériques en santé pour les professionnels, c'est évidemment ProSanté Connect avec le panel élargi que je viens de présenter des MIE compatibles. C'est également des MIE ayant fait l'objet d'une attestation de conformité aux exigences du référentiel au plus tard le 31/12/2026.
et sachant qu'à cette date, il pourra y avoir des réserves sur la conformité au référentiel. Typiquement, un établissement de santé va devoir mener une commission pour s'auto-délivrer finalement cette attestation de conformité au référentiel, et il va devoir préciser qu'il ne respecte pas un certain nombre d'exigences. Par exemple, s'il est en login mot de passe, l'exigence du 2FA ne sera pas respectée, mais on impose aux établissements notamment de se responsabiliser par rapport à cet état de fait et à poser des trajectoires qui va leur permettre, d'ici le 31/12/2028 au plus tard, d'être intégralement conformes aux exigences du référentiel et notamment le 2FA. Vous noterez que tous ces calendriers sont alignés avec le programme OSPI Connect que j'ai évoqué tout à l'heure. Et évidemment, tous ces travaux de mise en conformité, que ce soit par des MIE ProSanté Connect ou des MIE propres à l'établissement avec les schémas évoqués tout à l'heure, vont être financés dans le cadre d'OSPI Connect dans les 3 prochaines années. Reste effectivement un moyen historique d'accéder aux services numériques en santé, notamment les services nationaux de l'assurance maladie, qui sont les cartes de l'ANS, les CPS, les CPX. À noter que les CPE actuelles telles qu'elles existent ne seront pas compatibles avec ProSanté Connect, mais qu'effectivement, ces cartes vont rester utilisables au moins pour les services de l'assurance maladie en accès direct, donc hors ProSanté Connect. Mais attention, l'utilisation de cartes, typiquement de cartes CPF dans un établissement de santé avec un enrôlement local sur une solution d'IAM de SSO local à établissement va nécessiter, quoi qu'il en soit, une attestation de conformité, puisque vous l'avez compris, la conformité, ce n'est pas le bout de plastique avec une puce qu'on a dans les mains, c'est la manière dont il est enrôlé, la manière dont on gère les habilitations associées, etc. Rapidement sur le volet usager, puisque le référentiel d'identification électronique concerne bien sûr les professionnels, mais aussi les usagers. Ça a été évoqué tout à l'heure. On le sait maintenant, l'application carte vitale qui est en cours de déploiement et qui va être le MIE qu'on va privilégier le plus possible pour les usagers, puisqu'il a la particularité de véhiculer l'INS qualifié du porteur. Mais on va bien entendu permettre l'utilisation d'autres types de MIE, tous les MIE certifiés IDAS substantiels ou au-dessus élevés en conformité avec les règlements européens. Donc j'ai évoqué France Identité tout à l'heure pour sécuriser l'accès à ProSanté Connect des professionnels, mais France Identité, c'est le wallet, c'est le futur portefeuille européen d'identité numérique des citoyens français. Il devra pouvoir être utilisé, c'est une obligation des règlements européens pour accéder à des services numériques en santé, soit directement, soit via des systèmes comme France Connect Plus. Et puis, comme tous ces systèmes sont quand même encore en cours de déploiement, on a un faible pourcentage encore de la population qui permet d'utiliser l'appli carte vitale ou des MIE comme France Identité. C'est à peu près 3 millions sur France Identité aujourd'hui. On est loin de la cible de couverture de l'intégralité de la population. On se donne 3 ans pendant lesquels on va encore permettre l'utilisation de MIE de transition tels qu'ils sont définis aujourd'hui dans le référentiel actuel. C'était prévu jusqu'au 1er janvier 2026. On l'étend jusqu'au 31/12/2028. Donc, on va pouvoir typiquement continuer à utiliser du France Connect simple, avec l'ajout, si nécessaire, d'un deuxième facteur comme un OTP SMS. Un certain nombre d'éditeurs, de fournisseurs de services font déjà ça aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des fournisseurs d'identité de France Connect simple, comme Amélie, comme les impôts, je crois que c'est en cours, sont en train de passer à 2 facteurs. Donc, dans pas très longtemps, il sera même plus nécessaire de rajouter cet OTP SMS qui aura déjà été mis par Amélie ou par les impôts. Voilà, et je passe la parole pour poursuivre. Merci Jean-Baptiste. Donc là, on vient de parler si je reprends un peu le discours, tout le chemin qu'il y a poursuivi pour les établissements, on met en œuvre tous les leviers nécessaires. Donc là, c'était le premier levier. On adapte le cadre réglementaire, on adapte les services socles. Deuxième levier, c'est le levier logiciel. C'est Clara qui va nous en dire un mot. Il faut mettre à jour les briques clés du SIH. Ça, c'est la vague 2 du Ségur. C'est ça, tout à fait, effectivement. Donc, Nolwenn en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais à l'hôpital, il y a 2 dispositifs qui ont été publiés en mai 2024, à la fois côté PFI et DPI. Donc là, on est à des moments différents de ces moments du référencement. Sur la partie PFI, on a pu référencer 16 solutions déjà et 3 sont en attente de finalisation de l'homologation CNDA. Donc vraiment, voilà, tout est sur le site internet de l'ANS pour savoir quelles sont les solutions déjà référencées. Et on est aujourd'hui maintenant dans le monde du bon de commande. On attend vraiment que l'ensemble des éditeurs et des établissements valident, signent ensemble les bons de commande pour les mettre auprès de l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement, avant le 17 février 2026. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, l'ensemble des établissements sont aussi mobilisés par les régions pour pouvoir répondre justement à temps à ces enjeux de bons de commande qui ensuite permettront de faire les installations.
Côté des pays, on est à un autre moment. La date de finalisation des référencements est aujourd'hui positionnée au 15 décembre. On a environ 34 solutions candidates. Et je vais passer la parole à Jean-Christophe Turbat de l'ANS pour annoncer une première très bonne nouvelle sur une solution Oui. référencée. Merci Clara. Oui, on est heureux de vous annoncer effectivement qu'on a notre premier DPI référencé, ça date d'hier, donc c'est tout chaud. Il s'agit de la solution Hôpital Manager de Software, donc toutes les félicitations à Software pour être le premier DPI référencé Ségur Vague 2. Pour autant, donc il y a Pardon? Vous m'avez entendu? Ah, on a... Si, on t'a bien entendu, Jean-Christophe. C'est la salle Ah, côté d'accord. ministère. Merci Claire. Je me permets de, de compléter un peu cette slide en attendant que vous reconnaissiez côté ministère. Clara nous disait à l'instant qu'effectivement, on a un enjeu de dépôt des bons de commande sur PFI et DPI. Effectivement, c'est un véritable enjeu. Et sur PFI, vous dire que par rapport à l'objectif que nous étions collectivement fixé sur l'année 2025, on atteint un peu plus de 40% à un moment où je vous parle. Après, le Ségur, on sait bien comment tout cela fonctionne, notamment avec une accélération sur les dernières semaines. Donc, on est plutôt sur une trajectoire positive, on va dire, et évidemment, on pilote ça de près. Et on s'appuie notamment sur la partie commande avec nos collègues dans les régions, je pense aux ARS, aux GRAD et au réseau assurance maladie qui peuvent être et qui sont des leviers essentiels pour notamment aider les donc, structures et les bénéficiaires. Ah, tu es merci revenu, Clara. Jean-Christophe. Oui, Oui. parfait, génial. Je crois que là, c'est Christophe. Comme ça, on va gérer nos petits sujets de son en parallèle de sa présentation. Très bien, merci Clara. Donc effectivement, on a des financements qui vont aller alimenter l'évolution des logiciels et d'autre part, un financement qu'on a unifié sous une bannière qu'on appelle Hospi Connect pour accompagner la mise en œuvre sur le terrain de cette évolution au niveau de l'identification et de l'authentification des professionnels. Et c'est un véritable projet dans l'établissement. C'est pas uniquement un sujet technique, pas du tout même en fait. Le sujet de la sécurisation est essentiellement un sujet métier. En premier lieu, qui va tourner autour de la gestion des identités des professionnels de santé, qui, notamment dans les plus grosses structures, va devoir subir une transformation assez importante pour arriver à des niveaux de qualité conformes à ce qu'on attend. Et avec un rapprochement de ces identités locales dans chaque structure de l'identité nationale, sectorielle, qui est connue à travers le RPPS. À côté de ça, on aura évidemment quand même besoin d'éléments techniques et typiquement des MIE. Donc, comme on a évoqué, on a pu l'évoquer dans le chat, ça peut être des cartes alternatives, ça peut être ce qu'on appelle des clés FIDO, donc c'est des dispositifs d'authentification alternatifs qui peuvent être utilisés et qui pourraient être enrôlés au niveau de ProSanté Identité. Évidemment, derrière, il y a d'autres actions à conduire, et notamment au niveau de tout le SIH pour arriver à gérer les habilitations qui sont associées à ces comptes-là, et dans une logique d'automatisation quand la structure devient d'une taille importante. Tout ça va demander pas mal de travaux et qu'on va financer donc à travers deux volets. Un premier volet qui va financer plutôt la partie matérielle, donc typiquement les dispositifs d'authentification qu'on vient d'évoquer. Et ça, ce sera financé à travers un financement historique porté par le programme CARE. Et à côté de ça, un financement qui sera plutôt pour accompagner la transformation de la gestion de l'identité au sein des structures et qui sera lui accompagné par le programme Open 2 et qu'on va détailler dans la suite. Merci Christophe. Juste pour dire un moment, vous devrez nous réentendre et nous revoir.
Un Tout petit à problème fait. technique. Super, merci. Je te laisse la parole. Du coup, on rentre dans le volet financé par le programme CARE, donc le volet matériel. Tout à fait. Donc sur la partie matérielle, ce qu'on souhaite financer à travers ce volet-là, c'est les dispositifs techniques, matériels d'authentification en double facteur. Donc ça va, on avait déterminé un montant maximum qui sera par entité sur la base de l'effectif de l'entité. C'est la logique qu'on a pris. On s'est appuyé sur les effectifs, évidemment, puisque là, on est sur quelque chose qui est très lié au nombre d'agents dans chaque structure. On a une hypothèse pour l'instant de financement qui serait autour de 20 € par professionnel équipé, ce qui nous amènerait une enveloppe, grosso modo, de 30 millions entre 2026 et 2028. Le matériel serait acquis par la structure hors ANS, et dans ce cas-là, il sera financé par l'établissement et remboursé à travers la subvention, et à concurrence du montant maximum, donc sur les 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de guide. Les établissements, évidemment, en fonction de leur niveau de déploiement et de leur projet, vont utiliser ce montant-là à leur gré sur ces 3 ans. Évidemment, il faudra justifier de ces dépenses, mais au maximum, ce sera capé avec la valeur qu'on aura calculée, donc à partir de l'hypothèse par professionnel multipliée par l'effectif qu'on aura pour la structure. En ce qui concerne les cartes qui seront fournies par l'ANS, donc il y aura un tarif de 12 € par carte commandée. Et là, le financement de l'offre carte sera fait pour tous les ES qui ont déjà contracté. Il y a un point important là-dessus, c'est que l'inscription dans les répertoires nationaux va être un prérequis pour ça, et en particulier, évidemment, pour les professionnels qui sont enregistrés par l'employeur, où c'est la structure qui est l'autorité d'enregistrement, notamment, par exemple, sur les fonctions de support, si ces fonctions de support sont concernées par ces accès. La durée de vie des cartes va être étendue dans les CPSV4 à 6 ans, avec une mise à jour des certificats à distance, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'augmenter la durée de vie de ces cartes, qui pour l'instant étaient relativement contraintes par la mise à jour des certificats. Pour le seul qui pourra rester, lui, il pourra bien financer d'autres éléments, si tout n'a pas été consommé par des cartes commandées à l'ANS, typiquement pour les financer ou des lecteurs, ou alors d'autres types de MIE. Les établissements pourront faire le choix d'avoir différents types de MIE entre les différents types de professionnels, et par exemple équiper les médecins de CPS, mais en revanche décider d'équiper par exemple leurs professionnels support avec des clés FIDO. Et donc là, l'arrêté est à paraître en fin d'année. Merci Christophe. Donc ça, c'était le volet matériel de SpeakConnect. On va passer au volet plutôt transformation. On le disait tout à l'heure, on met à disposition tous les leviers qu'on a, et donc il y a des financements issus d'Open2 qui vont venir aider les établissements à mener tous ces projets. C'est Clara qui nous en dit un mot. Oui, parce que c'est un véritable projet d'établissement d'avoir mis en place l'ensemble de ces briques. Et donc, on a vraiment un gros besoin d'avoir le grand programme Open, avec sa déclinaison Open2 maintenant, pour travailler sur ce volet de transformation organisationnelle et d'évolution des pratiques. Dans le chat, il y avait quand même pas mal d'éléments sur ce sujet d'évolution des pratiques. Donc ça, c'est un vrai sujet sur à la fois la gestion des identités et des accès, mais aussi la consultation de mon espace santé. Et donc aujourd'hui, pour 2026 à 2028, l'ensemble de ces 3 années consacrées en parallèle, mais de façon cohérente avec le Ségur Vague 2 que j'évoquais tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir 2 grands objectifs à atteindre. Ce que j'évoquais, ce que vient d'évoquer Jean-Baptiste et Christophe, maîtriser la chaîne de gestion des identités et des accès avec plusieurs grands sous-objectifs sur la gestion des identités, la gestion des comptes, l'authentification à double facteur et le mode R que l'on demande à l'hôpital, mais aussi du coup rendre effectif, donc en termes d'usage, l'accès au DMP pour les professionnels autorisés, avec à la fois la gestion du consentement des patients qui est à recueillir, mais surtout, une fois qu'on a fait cet ensemble de conditions cumulatives, on a enfin la possibilité d'avoir l'ensemble des documents qui sont mis dans mon espace santé pour la prise en charge des patients. Donc, aujourd'hui, cette mécanique, elle va se dérouler sur 3 ans avec des objectifs de plus en plus ambitieux, mais avec une première année en 2026
qui est accessible pour les établissements. Bien entendu, c'est bien tout l'objectif d'accompagner avec des cibles plus raisonnables dans une première année, mais plus ambitieuses la dernière année, bien entendu, et principalement sur la consultation de mon espace santé. Bien entendu, il y a à chaque objectif des montants maximum qui vont être attribués, calculés de façon annuelle, et cette fois sur les effectifs des établissements, puisque comme l'a dit Christophe juste avant, hein, l'ensemble des solutions, elles sont vraiment liées et l'ensemble des travaux liés au nombre d'utilisateurs et donc d'effectifs qu'il y a au sein de l'établissement. Donc, c'est vraiment la métrique la plus pertinente pour calculer ces montants. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de ce dispositif est à paraître en décembre pour avoir justement au sein de l'année 2026 des candidatures pour mi-février et des atteintes de ces premières cibles, comme je le disais, raisonnables, avec notamment une première note d'avancement et de cadrage et, pour l'été 2026, plus particulièrement mi-juin. Donc voilà l'ensemble de ce dispositif-là, hein, qui est le pendant sur la partie transformation organisationnelle. Et donc, pour finir un peu le panorama, hein, donc là, on parlait des projets Hospi Connect avec le matériel et les projets de transformation, mais Open 2, il permettra aussi de financer d'autres projets. Effectivement, parce que celui-là, hein, c'est bien notre priorité principale, et on sait bien que les temps sont courts, mais qu'on a besoin d'enchaîner avec une dynamique. Donc, j'entends bien les messages dans le chat comme quoi c'est très court, mais justement, on s'adapte aussi en termes de cible pour pouvoir, par rapport à ce calendrier. Et donc, par rapport à l'ensemble de cette priorité, on vient aussi accompagner d'autres projets d'évolution des systèmes d'information hospitaliers pour soutenir les politiques publiques prioritaires et nos feuilles de route, toujours pour améliorer la prise en charge du patient, mais aussi pour simplifier le travail des soignants, avec du coup un certain nombre de thématiques retenues sur le sujet. Donc, si je m'intéresse d'abord aux différentes thématiques, hein, on a un grand enjeu de pouvoir rattraper, hein, aussi la maturité des établissements qui n'ont pas été jusqu'à présent dans les précédents programmes, parce que éloignés du numérique, et donc limiter cette fracture numérique, hein, qui est voilà, pour embarquer l'ensemble des établissements. On a aussi évidemment, comme vous le savez bien, un gros sujet sur le désengorgement des urgences et pouvoir outiller ce désengorgement via les outils numériques pour fluidifier le parcours à la fois aux urgences et en aval. Un gros sujet aussi, hein, notamment vis-à-vis des retours d'expérience de la crise Covid, sur la logistique des produits de santé et notamment des médicaments, avec un gros enjeu autour de la gestion des stocks qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent. Je vais très rapidement parce que ce n'est pas l'objet du COSFI. La gestion du temps de travail et RH, qui est un autre gros sujet, hein, qui est aussi lié notamment avec les procédures qu'on vient d'évoquer sur la partie gestion des identités. Et enfin, globalement, un sujet sur la numérisation des parcours de prise en charge en interne des établissements, où on a encore, pas forcément partout dans toutes les filières, une numérisation, dématérialisation des données, et qu'il faut pouvoir travailler pour faire circuler la donnée et préparer aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle sur ces différentes thématiques. Donc, comment on va faire en termes de modalités? C'est un appel à projet qui est réservé aux établissements qui se sont portés candidats sur le dispositif Hospi Connect, hein, puisque du coup, c'est notre priorité. On sait que les ressources des établissements ne sont pas extensibles, donc on souhaite vraiment collectivement s'intéresser d'abord au sujet précédent, mais sauf pour ceux, évidemment, que l'on va rattraper avec la maturité numérique. On va faire une sélection des projets lauréats par les ARS directement, hein. C'est un grand enjeu de pouvoir s'adapter aux projets qui sont présentés par les établissements et à la réalité du terrain sur une période de 2026 à 2027, avec une répartition des financements dans ces 2 années en parallèle donc, de tout l'ensemble des sujets qu'on a abordés précédemment. Merci Clara. Alors évidemment, ces sujets ils sont discutés par ailleurs et tout à fait. Il y aura des temps de présentation plus ciblés. Peut-être pour clore ce long chapitre sur l'hôpital. On a une slide, rassurez-vous, voilà, de conclusion. Une mission compliquée, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça sur l'hôpital? Voilà, donc si vous n'avez pas écouté jusqu'à présent, c'est le moment sur l'hôpital de pouvoir avoir les éléments de conclusion. Donc comme on le disait, hein, la suite du Ségur numérique, c'est un véritable projet d'établissement avec l'ensemble des directeurs et des directrices
à mobiliser avec l'ensemble de la communauté médicale pour tenir la promesse de mon espace santé avec la mobilisation des différents leviers, à la fois la mise à jour des logiciels financés par le Ségur Vague 2 avec les différentes dates que j'ai déjà évoquées, notamment le 17 février pour les commandes PFI et le 18 juin côté TPI. Un guichet unique sur justement donc la partie HospiConnect et consultation de mon espace santé sur la période 2026 à 2028 avec des premiers dispositifs apparaître en décembre et un cadre réglementaire et des services socles qui évoluent en conséquence, notamment la révision du RIE et de l'échéance du 1er janvier 2026 qu'a évoqué Jean-Baptiste tout à l'heure. En parallèle de cette grande priorité que l'on a, un appel à projet pour proposer des projets numériques pertinents vis-à-vis des thématiques que je viens d'évoquer. Pareil, avec un dispositif en décembre, mais avec des dépôts de candidatures et des dossiers préparés par les établissements pour la mi-juin 2026. Et ensuite, évidemment, on ne les oublie pas, c'est extrêmement important, un accompagnement des régions sur l'ensemble de ces thématiques. Vous êtes en forte demande côté établissement de pouvoir avoir non pas que cet accompagnement financier qui est très important, mais aussi méthodologique avec beaucoup de pédagogie sur les différents sujets qui sont extrêmement importants et donc avec qui on travaille pour vous accompagner côté établissement principal. Merci Jean-Baptiste, merci Christophe, merci Clara pour donc je referme cette longue parenthèse hôpital. On poursuit sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le Ségur numérique et plus globalement sur l'usage primaire des données de santé. On passe avec Sandra Malac sur le secteur de la ville. Merci beaucoup. Alors, donc, en ville, on voulait tout d'abord saluer le lancement tout à fait satisfaisant de la vague 2 Ségur pour les médecins de ville. Donc, c'est un dispositif qui a été publié en mai dernier. Et à l'issue de la première phase d'éligibilité, on a une cinquantaine de solutions qui se sont d'ores et déjà portées candidates, ce qui représente la quasi-totalité du marché des logiciels de gestion de cabinet. Donc, un vrai engagement des professionnels qu'on observe actuellement et qui sera directement au service de l'usage des médecins, puisque l'objectif de cette vague 2, ce sera de consulter très simplement l'historique médical du patient disponible dans mon espace santé directement depuis le logiciel, ce même logiciel qu'il utilise au quotidien. C'est ce qu'on échangeait par ailleurs dans la conversation avec les confrères. C'est vraiment faire en sorte qu'on ait accès facilement, même si les conditions sont remplies avec un preview des documents disponibles dans l'espace santé du patient directement dans le logiciel. Donc, également des enjeux de facilitation de l'alimentation. On sait que, comme nous l'a montré tout à l'heure Sou, on a encore de la marge d'amélioration de la facilitation d'alimentation. On voit actuellement dans nombre de logiciels qu'il y a encore des marges de progrès pour faciliter cette alimentation, à la fois sur la qualification de l'INS qui peut encore gagner en automatisation, à la fois sur l'envoi au DMP qui peut encore gagner en fluidité, qui régulièrement reste encore compliqué pour les médecins. Et donc, c'est des éléments de facilitation que les médecins pourront également retrouver dans la vague 2. Dans leur logiciel. Des enjeux de sécurité et de facilitation de la connexion, comme on l'a vu d'ailleurs à l'hôpital, mais également des enjeux fonctionnels tels que l'intégration facilitée depuis les messages reçus dans la MSS. Ça faisait aussi l'objet de discussion dans la conversation à l'instant. Et puis un élément assez spécifique en médecine de ville qui est l'ordonnance numérique qui était déjà vague 1 et qu'on va venir faciliter et généraliser encore plus en vague 2. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc actuellement, les éditeurs sont à fond sur les développements et d'ailleurs, on les accompagne à travers des séances de webinaires. On répond aux différentes interrogations. L'objectif est vraiment de collectivement réussir cette phase de développement d'ici l'été 2026 pour que derrière, les médecins puissent passer les commandes jusqu'à fin 2026 et qu'enfin, les solutions puissent être déployées concrètement sur le terrain jusqu'à l'été 2027. Merci. Donc là, on parlait de vague 2. On reste dans la médecine de ville avec un sujet pas directement Ségur, mais très relié, c'est l'amélioration de la portabilité des données. On sait que c'est un gros sujet. Oui, c'est un sujet connexe absolument qui fait l'objet d'un groupe de travail dans le cadre du Conseil du numérique en santé. Et donc actuellement, on se réunit très régulièrement et activement avec un lead tripartite, représentant éditeurs, représentant des professionnels de santé et représentant des pouvoirs publics pour travailler à ce sujet de la portabilité. Alors on a pris pour l'instant un focus assez spécifique sur les logiciels de gestion de médecins de ville.
mais du coup un travail assez approfondi, puisque l'objectif assez ambitieux, c'est de faire en sorte que concrètement, on réponde aux besoins des médecins qui ont besoin de changer de logiciel sans perte de données, et que ce soit le plus fluide, pratique et sans frais. Donc là, c'est un petit teaser pour le Conseil numérique en santé qui se tiendra le 17 décembre. On viendra présenter les conclusions des travaux, même si on sait que ce ne sera pas l'aboutissement absolu, puisqu'il y a un cadre réglementaire qui est également en train de se mettre en œuvre. Merci. On passe sur les autres professions de la ville, Sandra. Oui, du coup, on a d'autres sujets qui vont se poursuivre chez les professionnels de ville. Donc, on est en passe imminente de publication des travaux pour les sages-femmes et les paramédicaux. On a maintenant, depuis de nombreux mois, réalisé des travaux à la fois avec les professionnels et les éditeurs pour définir le périmètre technique de cette vague de Ségur des sages-femmes et paramédicaux. Quelles sont les fonctionnalités indispensables pour les échanges des données, le partage fluide et sécurisé, en prenant en compte les spécificités de ces professions. Donc, ça nous a amené à créer type code spécifique. On évoquait dans la conversation les DMI. Donc, on retrouvera, par exemple, la carte d'implant chez les sages-femmes qui mettent, par exemple, des implanons. Et donc là, on est dans une phase où on poursuit les travaux de co-construction. Donc là, c'est une petite annonce. On s'engage à revenir vers les éditeurs dans les prochains jours pour vous proposer une date dans la deuxième quinzaine de novembre pour partager le périmètre administrativo-financier, avec par exemple les calendriers, les barèmes de prix, le contenu de la prestation. Et l'objectif est une prépublication très rapidement derrière, courant décembre. Autre profession concernée, l'officine. Donc là aussi, beaucoup de travaux ces derniers mois, et je salue la participation très active à la fois des professionnels et des éditeurs, là aussi dans cette co-construction. Donc on a pas mal travaillé et on a bien défini ce dont on avait besoin, mais il y a un sujet qui est assez pointu, qui est l'identification électronique des professionnels dans le contexte très spécifique de l'officine, qui représentait un défi technique sur lequel on a beaucoup fait travailler les experts techniques, les experts éditeurs, les professionnels pour bien définir le besoin. On arrive à l'aboutissement de ces travaux et là, on est encore dans la finalisation de ces derniers chantiers pour bien sécuriser les conditions concrètes de mise en œuvre de ces modalités d'identification assez spécifiques qu'on est en train de préfigurer. Et donc, on a derrière des objectifs de bien cadrer les aspects économiques, les compatibilités. Pour les nommer, ce sera des moyens d'identification de type FIDO. On lance une nouvelle modalité pour les pharmaciens, avec les lecteurs qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc, on est en train d'y travailler activement. Donc, ça va nous prendre un tout petit peu plus de temps, mais l'objectif est tout de même une conclusion de ces travaux pour une prépublication tout début 2026. Merci Sandra. Donc, très prochainement sur sages-femmes et paramédicaux, et besoin encore un petit peu de travailler sur les officines, mais pour bien prendre en compte toutes les spécificités de ce contexte d'usage des logiciels Ségur Vague 2. On passe maintenant à l'imagerie médicale. C'est toi, Jean-Marc, qui va nous en dire un mot. Pareil, imagerie, un monde dans lequel la Vague 2 est déjà publiée depuis quelques mois. Donc, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui nous attend? Tout à fait. Merci, Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quelques mots sur l'imagerie, en rappelant qu'on est aujourd'hui sur la Vague 2, qui a été publiée en février, donc il y a déjà quelques mois, avec une valeur métier particulièrement forte, que ce soit sur le RIS et sur la Dreambox, avec l'arrivée donc ce réseau national de partage d'images, qui est quelque chose de complètement inédit, qui va permettre de généraliser donc entre professionnels de santé, mais aussi avec les patients, le partage d'images. Si on regarde les bénéfices attendus de façon assez générale sur la Vague 2, c'est bien entendu la consultation facilitée de mon espace santé dans les logiciels et dans les RIS en particulier. On a vu pas mal de questions autour de la consultation. Forcément, plus les logiciels seront bien faits et pour la consultation, plus ce sera facile et porteur. On l'a dit, donc l'accès sécurisé aux images médicales qui va se généraliser. Ce qui va avoir des bénéfices induits très importants sur la redondance des examens, aussi sur la pertinence, avec la demande qui est dans l'article admissionnance-15 à la fin de l'année. Voilà, donc on voit aussi qu'on prend le sujet de façon très, très globale. Et puis, on commence à voir les premières valeurs aussi en termes d'usage et de métier. J'y reviendrai après sur les préfigurateurs, mais autour notamment de la modernisation et de on va dire, du gros travail qu'on effectue en ce moment sur la seconde lecture du dépistage organisé du cancer du sang. Une trajectoire vers la démat. Ce qui est clair, c'est qu'on voit aujourd'hui un engagement massif des industriels, que ce soit sur le RIS et sur la Dreambox, avec des solutions qui
commence déjà à être très abouti et vraiment une belle richesse de l'offre logicielle. On l'a vu notamment lors des JFR avec des démonstrations, également hier en Bretagne avec un showroom à destination des professionnels de santé, établissements bretons, avec beaucoup d'éditeurs. Voilà, encore une fois, une très belle richesse de l'offre. Et clairement, on va être au rendez-vous des attentes, en termes bien entendu de fonctionnement technique, mais aussi et surtout de la promesse en termes d'usage et de métier. Ce qui me permet de basculer sur la suite et les programmes préfigurateurs. Donc, on est effectivement sur un dispositif qui est nouveau, sur un maillage. Il y a un enjeu technique, forcément, mais il y a surtout un enjeu collaboratif. Collaboratif entre privé et public, entre médecins nucléaires et radiologues, au travers de ces solutions, sur des bassins de population, petits, gros, moyens, d'où l'idée de lancer ce programme de préfiguration qui est vraiment orienté usage, avec 3 projets régionaux qui ont été retenus, Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine, qui vont être accompagnés par les grades et les ARS. 3 projets territoriaux, Marseille, Nantes, Carcassonne, et notamment embarquant les CHU de Nantes et de Marseille. Et des projets plus locaux avec des usages un petit peu plus ciblés. Je pense à Châteauroux pour la médecine nucléaire et Fort-de-France. Voilà, vous savez qu'on attache aussi beaucoup d'importance à l'embarquement des DOROM dans nos projets qui va nous permettre de pousser des sujets comme l'expertise entre ces territoires et la métropole. Du coup, on se projette sur le début d'année ces premiers usages avec la satisfaction d'avoir déjà les premières commandes qui ont été passées et donc on est rentré dans des choses très concrètes. En termes de suivi, on le rappelle, hein, c'est vraiment sur la base du volontariat. Il y a une notion de partage, de retour d'expérience qui est très importante pour nous. Il est très clair que ces premiers usages vont avoir aussi pour vocation d'aider tous les autres et donc de préparer la généralisation en vue de 2027. Les maîtrises d'œuvre, c'est vraiment les établissements, c'est les porteurs de projets qui sont à l'œuvre, avec le soutien forcément des éditeurs. Et nous, côté national, on sera là pour animer ce dispositif et surtout favoriser le partage, voilà, au travers notamment d'un copil bimensuel qui permettra à tout le monde de partager ses avancées et surtout de profiter des avancées des autres. Voilà pour les quelques mots sur l'imagerie. Merci Jean-Marc. On est affreusement en retard, mais il nous reste la biologie médicale avant de basculer sur le médico-social. Donc, c'est Mathieu qui va nous en dire un mot. Pareil, même question, où est-ce qu'on en est et c'est quoi la suite en biologie médicale? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça, je n'ai pas besoin de le répéter, mais vous le savez, là, le compte-rendu biologie est, si ce n'est un des documents les plus importants, mais sur ce secteur, de façon plus précise, il faut vraiment qu'on arrive à distinguer l'hôpital de la ville. En biologie hospitalière, on a les comptes rendus qui sont quasi systématiquement transmis dans le dossier patient informatisé et donc accessibles à l'équipe de soins. Et puis, les éléments les plus importants peuvent être retransmis dans la lettre de liaison. En ville, forcément, on a une équipe de soins qui est beaucoup plus éclatée entre différents professionnels avec des logiciels beaucoup plus variés. Et donc, la transmission, tant aux patients qu'aux professionnels, elle repose encore trop souvent là sur multiples canaux. On a encore des serveurs de résultats, des emails non sécurisés ou autres. Donc, quand on a dit cela, on s'aperçoit que forcément, il y a un enjeu prioritaire qui doit être donné sur la biologie de ville qui, on doit le rappeler, doit envoyer, alimenter le DMP de façon systématique et conforme, et on y reviendra, et également transmettre, bien entendu, les comptes rendus de façon sécurisée et interopérable aux prescripteurs. Et sur ce sujet, on s'aperçoit qu'on est assez content là, de l'effort collectif qui a été réalisé les derniers mois, mais qu'on est quand même encore loin de la systématisation avec un peu moins de 4 comptes rendus sur 10 qui sont alimentés dans le DMP. Et puis, ça a été dit par Sue et réévoqué notamment dans le chat, avec quand même encore beaucoup de problèmes de conformité avec des exemplaires pro-patients et puis souvent invisibles, sans pour l'un que pour l'autre. Et donc, ceci nous permet un peu de dresser une sorte de micro-feuille de route là, pour les prochains mois avec 3 objectifs un peu prioritaires. Tout d'abord, systématiser l'alimentation du DMP, donc vraiment travailler sur le quanti. Comme on l'a évoqué, on a un peu moins de 4 comptes rendus là, sur 10 en ville qui sont alimentés dans le DMP. On a, et ça a été rappelé là, notamment dans le chat, on sait qu'il y a des difficultés sur la qualification de l'INS, notamment lors des prélèvements à domicile, mais ceci n'explique pas les 65% de comptes rendus qui nous manquent. Et lorsqu'on travaille un petit peu là sur le terrain, on s'aperçoit qu'encore, il y a régulièrement un défaut d'organisation
du laboratoire pour vraiment améliorer cette alimentation-là. Donc là, première priorité de notre côté, c'est vraiment d'accompagner au mieux là, les laboratoires et on va notamment envoyer les équipes régionales des ARS, GRAD, de l'assurance maladie, bien entendu, dans le 25% des laboratoires qui ont le plus gros potentiel d'alimentation, et ceci, bien entendu, avec le soutien à des grands groupes de biologie médicale et des réseaux d'indépendants. Donc, on essaye de systématiser l'alimentation et on atteint 60% dès l'année prochaine. 2, on revient sur une alimentation conforme. On a en biologie de ville un éditeur, l'éditeur principal, qui a adopté des règles d'alimentation qui sont absolument non conformes, ce qui fait qu'on a 80% des alimentations qui se font avec des exemplaires qui n'ont pas lieu d'être, notamment la version pro et la version patient du même contenu. Et comme on l'a évoqué, avec des règles de visibilité qui sont assez farfelues et donc avec des documents qui sont souvent invisibles et pour le patient et ou le professionnel de santé. Donc là l'objectif, il est simple, hein, c'est on doit absolument le plus rapidement possible revenir à une alimentation conforme du DMP. On a déjà des discussions qui sont en cours et on va compléter, mais avec cet éditeur, mais il faut vraiment qu'on puisse retrouver là une conformité dans les meilleurs délais. Et concernant la transmission aux prescripteurs, on a actuellement un constat qui est à peu près un quart des comptes rendus qui sont transmis via messagerie sécurisée de santé en CDA R223, donc de façon structurée avec les codes LOINC. Et on voit là aussi rapidement qu'il y a en fait un double enjeu, à la fois le flux, donc la messagerie sécurisée de santé, et le format, donc le CDA. Et là, il faut déjà qu'on se concentre sur le flux dans un premier temps pour améliorer. Et ça, on sait qu'il y a une difficulté que rencontrent les laboratoires, mais pas que, pour pouvoir trouver la bonne adresse MS Santé facilement du prescripteur. Et donc, notre priorité, et c'est des travaux notamment là, qui sont menés par l'Agence du numérique en santé, c'est de travailler avec les opérateurs MS Santé et les professionnels de santé, bien entendu, pour améliorer là, les annuaires et notamment les nettoyer. On a encore beaucoup de boîtes aux lettres qui sont inutilisées, qui sont présentes, et puis travailler sur la possibilité de donner aux professionnels de santé la possibilité de déclarer une seule adresse MS Santé par lieu d'exercice, qui permettra à l'ensemble des professionnels de santé, mais là particulièrement au laboratoire, de gagner du temps et de pouvoir retrouver facilement la bonne adresse MS Santé effective du prescripteur et donc qui améliorera sensiblement les usages de MS Santé en lieu et place des usages historiques existants. Voilà, donc en résumé, en biologie, comme vous pouvez le voir, un enjeu particulier à nous sur la ville, avec un focus tout particulier qu'on va faire sur l'alimentation du DMP d'un point de vue quantitatif. On a déjà effectué un premier palier, mais on sait qu'on peut atteindre un deuxième palier et on va s'y employer avec les 25% des plus grands labos de façon conforme, et ça, c'est dans les prochains mois qu'on doit l'obtenir. Et sur la transmission au prescripteur, un travail sur la MS Santé, le nettoyage des boîtes aux lettres et le fait de pouvoir facilement réaliser, transmettre une adresse MS Santé par lieu d'exercice. Attention, merci de couper vos micros quand vous n'intervenez pas, merci. Merci Mathieu, je crois que tu en avais terminé. Oui. Super, donc vous voyez, bon exemple, hein, dans chacun des secteurs du sanitaire, la suite des travaux, elle s'adapte aux enjeux, aux situations. Les secteurs n'ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes situations aujourd'hui en termes d'alimentation, d'enjeux de consultation. Donc encore un bon exemple avec la biologie. On a bientôt fini. On a fini notre tour des 3 petits points. On a beaucoup parlé de sanitaire. Je vous propose qu'on finisse en disant un mot du Ségur numérique dans le secteur médico-social avec Denise Leblanc de la CNSA et Morgane Berthelot de la DNS. Ils vont nous dire où est-ce qu'on en est, pareil, hein, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va sur le médico-social, à commencer par le programme ESMS numérique. Et bonjour à tous, nous allons présenter ce point d'étape à 2 voix avec Morgane Berthelot. D'abord sur le programme ESMS numérique. Lors du précédent COSUI, en avril dernier, nous avions évoqué le lancement de la dernière campagne de financement ESMS numérique. Et quelques mois plus tard, donc aujourd'hui, on est en train de finaliser cette campagne et on peut vous partager les premiers éléments de cette dernière campagne. Le programme, qui, je le rappelle, porte une ambition très forte, à la fois de généraliser l'équipement en dossier usagé informatisé
et le développement des usages de ce usage informatisé de mon espace santé et de la messagerie sécurisée de santé dans les structures médico-sociales et sociales. Donc cette année, en 2025, donc on a un engagement très fort de l'enveloppe soutien au projet. Près de 76 millions d'euros ont pu être mobilisés. Ça correspond à plus de 99% des crédits disponibles cette année. Ça représente près de 3800 structures médico-sociales et sociales embarquées dans la transformation numérique en 2025. Et à date, près de la moitié de ces engagements prévisionnels, c'est-à-dire plus de 38 millions d'euros, ont déjà été notifiés aux porteurs de projets pour qu'ils puissent démarrer le virage numérique et l'équipement en DUI de leur établissement et service. Alors, je vais partager quelques chiffres clés pour aussi développer ensuite ce qui nous reste à faire post-programme SMS numérique. D'abord, en termes de nombre de projets et donc sur l'embarquement, ça représente quand même plus de 1025 projets très exactement qui sont déjà notifiés. Donc sur les 5 années du programme, on cumule de 2021 à aujourd'hui. Et plus de 31 500 structures sociales et médico-sociales embarquées entre le programme SMS numérique et le programme SONS. Donc, ce sont les chiffres à octobre 2025. Ensuite, quand on fait un focus sur l'avancement des projets établissements financés, alors si on zoome sur ceux qui ont pu être financés les 3 premières années du programme, donc de 2021 à 2023, on voit que la grande majorité sont en fin de paramétrage de leur dossier usagé informatisé et un tiers ont atteint les cibles d'usage du dossier usagé informatisé et des services socles. Il y a eu un effet, vraiment un avant et un après programme SMS numérique. On comptabilise aujourd'hui plus de 750 000 dossiers usagés informatisés actifs, c'est-à-dire utilisés au quotidien par les professionnels au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, c'est une évolution et une progression extrêmement significative en quelques années de la maturité numérique des établissements médico-sociaux et sociaux. À fin 2025, si on se projette sur cette fin d'année qui va arriver très vite, ce qu'on constate, c'est que donc sur la durée du Ségur numérique médico-social, en tout cas avec les 600 millions d'euros du Ségur numérique médico-social, on va pouvoir couvrir, on aura couvert 70% du périmètre social et médico-social. Donc, je rappelle quand même qu'on était sur un nombre d'établissements éligibles de 47 000 structures. Le médico-social et social en France, c'est 47 000 structures. Donc, on aura couvert 70% de ces structures qui auront bénéficié d'un soutien de SMS numérique ou SONS. Si on fait un focus sur le champ de l'autonomie, donc le champ de l'autonomie, c'est les établissements pour les personnes en situation de handicap, les établissements pour les personnes âgées et les services à domicile. Donc sur ce champ-là, on a une couverture plus importante, puisque c'était notre cible prioritaire. Donc près de 80% de ces structures auront également bénéficié de soutien SMS numérique ou SONS. Sur l'équipement, on est donc au rendez-vous. En tout cas, au rendez-vous sur le fait que ces établissements sont ou seront équipés d'une solution DU référencée Ségur. Ce qui reste dans les mois à venir et en 2026, l'effort à poursuivre porte sur les usages. Leur renforcement, leur pérennisation dans ces établissements et services au bénéfice des personnes accompagnées. Et donc, si on s'inscrit, merci Denise, dans les usages, je vais essayer d'être très rapide pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on adresse cette question toute particulière sur le secteur médico-social, à la fois du DI, mais plus spécifiquement dans cette planche sur l'alimentation, notamment de mon espace santé, qui reste un objectif important pour le secteur. Donc, en sortie de la vague 1 du SONS, on a réalisé un point d'étape sur les usages et notamment les chiffres clés du taux d'alimentation, du taux de documents qui allaient donc dans mon espace santé et du nombre de structures qui alimentent mon espace santé. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quand même un effet important d'accroissement. On a fait plus de x2 dans les documents qui sont alimentés par mois. Donc, c'est quand même significatif par rapport aux effets des programmes SMS numériques et des programmes SONS.
Et on a également 19% des ESMS financés, donc que ce soit dans le cadre de SMS numérique ou de SONS, qui alimentent mon espace santé. Donc c'est une progression en effet de plus de 6% en un an. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, l'objectif, c'est de s'inscrire dans des usages pertinents et durables qui ont du sens donc, pour les ESMS. Et donc, on s'est attaché à regarder quels seraient les documents prioritaires à cibler. On a concerté donc, avec l'écosystème pour pouvoir identifier que 2 documents seraient vraiment pertinents. Le premier, c'est dans une logique de parcours, le dossier de liaison d'urgence, avec notamment les établissements de santé et les services des urgences. Et le deuxième, c'est le projet d'accompagnement personnalisé qui va permettre en effet de pouvoir poser un accompagnement de la personne et l'ensemble des éléments donc, constituant son accompagnement. Donc, c'est les 2 documents qu'on retrouve en grande partie auprès des structures et qui ont le plus de sens. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fixe des priorités d'alimentation de mon espace santé pour le secteur. Et donc, on s'est attaché en effet à dire que ce serait en priorité en effet pour les ESMS médicalisés qu'il fallait en effet cibler une alimentation de ces documents, mais que pour autant, il fallait aussi qu'on évite d'avoir un déséquilibre trop important entre les établissements du champ du grand âge, structure PA, qui alimente aujourd'hui beaucoup plus massivement mon espace santé que les autres secteurs. Donc, il fallait qu'on ait un rééquilibrage, qu'on y soit attentif et qu'on fixe ensuite des cibles d'alimentation de ces 2 documents clés. Donc, on a encore un peu de travail à réaliser pour identifier en termes d'assiettes ce qui pourrait être intéressant. On voulait également vous évoquer, partager avec vous qu'on continue en effet, en sortie des expérimentations en espace santé en ESMS qui se sont tenues l'année dernière, d'avancer sur des boîtes à outils qui pourraient être pertinents pour le secteur. Et donc, il y a un travail important qui a été réalisé par les équipes de l'ANS qui va permettre en effet de faire sortir 2 nouvelles boîtes à outils destinées aux professionnels et à destination des usagers, des témoignages, des modèles de documents, des documents d'accompagnement, voilà, pour faire en sorte que mon espace santé s'inscrive dans le quotidien. Autre axe sur lequel on a travaillé en sortie de la vague 1, c'est le raccordement à la messagerie sécurisée de santé, puisqu'on a constaté qu'il y avait quand même 56% des ESMS qui n'étaient pas raccordés à la MS Santé en sortie de la vague 1. Donc, on a engagé des plans d'action avec les régions et les éditeurs sur ce 2e semestre. D'une part, pour faire en sorte que pour les ESMS qui sont impliqués dans la logique ESMS numérique, on puisse dénouer des situations individuelles. Donc, ça a été notamment le cas de mettre en place 2 actions ciblées avec des éditeurs. Et puis, l'autre action, c'est d'aller voir plutôt les ESMS qui n'ont pas bénéficié de SMS numérique, donc ce qu'on appelle les SONS SEC, et pour qu'au niveau des régions, il puisse y avoir en effet une logique d'aller vers ces structures qu'elles connaissent moins et qu'on puisse envisager des techniques en effet qui permettent d'optimiser leur raccordement, tout ça dans une logique en effet où les usages ont du sens. Et je termine avec la vague 2 du SONS. Donc, pour vous dire qu'on arrive désormais dans une phase de finalisation en vue d'une prépublication. Donc, la vague 2, ça porte en effet à l'ensemble des ambitions du Ségur des autres couloirs. Donc, on a un renforcement en effet de l'intégration de la MS Santé, de mon espace santé, la facilité de la consultation. On voit que on va pouvoir en effet franchir cette étape. Le renforcement de la sécurité et on apporte également des exigences qui sont plus particulièrement porteuses pour le secteur, à la fois pour optimiser le temps des professionnels avec une logique de fluidité dans le reporting et l'autre qui va permettre plus d'interopérabilité et accompagner la transformation de l'offre. Donc en termes de prochaines étapes, on sort en effet d'une phase, et en planche suivante, de grande concertation avec l'écosystème sur la vague 2 du SONS. On a notamment eu, depuis mars 2025, de grandes discussions avec les industriels du secteur sur le périmètre et sur les modalités, en effet, de mise en œuvre et de financement. On a eu une vingtaine d'ateliers qui ont été réalisés. Donc, le mois de septembre et octobre ont permis en effet d'être dans une logique en effet de stabilisation. L'objectif, c'est qu'on puisse, d'ici à la fin du mois de novembre, faire une séance de présentation finale aux industriels du secteur et qu'on puisse s'orienter dans la foulée, d'ici la fin de l'année, sur la prépublication du référentiel d'exigence, du dossier de spécification de référencement et de l'appel à financement. Merci Morgane. Donc, prépublication vague 2 médico-sociale imminente. On a fini de dérouler notre ordre du jour. C'était, je pense, intense et dense comme d'habitude. Peut-être juste avant de conclure, merci. Je pense que j'ai vu que l'activité dans la conversation était intense.
Ouais, d'habitude, on fait une session de ping-pong à la fin, là, mais ça a été tellement intense, je pense qu'il n'y a pas besoin, là, sauf si erreur, on a en tout cas essayé de répondre le mieux possible. Je remercie au passage à la fois tous ceux qui ont posé des questions et tous ceux qui ont apporté des réponses. Merci à tous. Et puis peut-être on finit, alors on a explosé le timing, mais vous aurez dans le support là un peu les messages à retenir de ce 13e COSUI qui encore une fois été dense, hein, donc je le redis, mon espace santé il entre dans le quotidien des patients, on a plus de 23 millions d'utilisateurs, plus d'une personne sur trois qui a déjà activé, s'est connecté à son profil. Cette information elle est déjà utilisée dans la vraie vie, hein. Les patients regardent les documents qui leur sont envoyés, remplissent des informations. Les professionnels commencent aussi à développer des pratiques de consultation, même si tout ça est encore émergent. Sur l'alimentation, on a poursuivi la progression. On a partagé le fait que les situations elles sont contrastées d'un secteur à l'autre, hein. Aujourd'hui, ça marche un peu mieux en hôpital et en ville qu'en imagerie et en biologie là-dessus. Et on ne va pas, entre guillemets, lâcher l'affaire et on va devoir viser l'exhaustivité de ce carnet de santé numérique. Donc, on va continuer à accompagner, à inciter financièrement. Et on va passer progressivement aussi, comme ce qui était annoncé depuis le début du Ségur, à une logique d'obligation et de sanction. Le seul objectif, hein, c'est de rendre irréversibles les progrès qu'on aura obtenus ensemble. Et puis, je renvoie aux discussions des textes d'application si jamais la mesure est votée en PLFSS cette semaine. On vous disait souvent dans les derniers COSUI, on disait souvent l'expression on est au milieu du gué. Ben là, en vrai, le milieu du gué, il est franchi. On est dans la deuxième partie de la rivière. Et on a des travaux très sectoriels finalement à mener pour parachever cette promesse du Ségur. À l'hôpital, on mobilise tous les leviers pour un chantier qu'on sait être un chantier d'ampleur, hein, donc avec les financements du Ségur, mais aussi les financements CARE, les financements d'Open 2. Donc c'est avec des dispositifs qu'on brande sous l'étiquette HospiConnect qui vont paraître dès le mois de décembre. En médecine de ville et en imagerie, on a, je pense c'est un premier vrai succès, la quasi-totalité de chaque marché logiciel qui s'est porté candidate à la vague 2. On a des premiers usages, même de partage d'images, Jean-Marc nous en a parlé, hein, qu'on attend dès le tout début de l'année prochaine. Et puis, on poursuit le déploiement des dispositifs VAC 2. Hein. On va prépublier en décembre les dispositifs pour les sages-femmes paramédicaux et pour le médico-social. Et puis, début 2026 pour les officines de ville. Et puis, vous l'avez vu, en biologie médicale, on assume qu'on maintient pour l'instant la priorité sur l'amélioration quanti et quali de la diffusion numérique des comptes rendus aux patients et aux professionnels. Voilà ce qu'il fallait retenir. Avant de vous lâcher, je vous donne juste quelques rendez-vous. On a plusieurs temps forts là, dans les prochains mois qui nous attendent autour de nos sujets d'échange de données. La Journée nationale d'innovation santé numérique, très prochainement, la semaine prochaine. Temps fort, le 17 décembre, le traditionnel Conseil du numérique en santé. On reviendra notamment sur le sujet de portabilité qu'a évoqué Sandra. On aura un événement fin janvier pour faire un bilan au bout de 4 ans d'existence de Mon Espace Santé. Et puis, on aura le 10 mars, la également traditionnelle Journée nationale numérique et médico-sociale. Il me reste à vous remercier tous pour votre patience et d'être encore 230 à être connectés au bout de bientôt 2 heures. Et puis, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mercredi 18 mars, 9h30, même format. On fera le 14e épisode du comité de suivi. Pareil, on essaiera d'être peut-être un peu plus synthétique, encore un peu plus clair. Et puis, comme d'habitude, d'ici la fin de la journée, normalement, à la fois les slides et le replay sont sur le site de l'Agence du numérique en santé. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bravo pour Merci. tout. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.